Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de rénovation pour lequel je suis allée voir Kelly qui habite dans le Médoc avec son mari et leurs 2 enfants. Ils ont rénové un ancien château viticole il y a quelques années et leur deuxième projet travaux vient de s'achever. Il s'agit d'une maison ancienne qu'ils proposent à la location en 4 espaces distincts, 4 appartements transformés avec beaucoup de goût pour faire découvrir la région à leurs visiteurs tout en douceur car c'est un lieu très paisible avec un grand jardin et une grande piscine pour pleinement profiter des beaux jours. Dans cet épisode avec Kelly, on parle des apprentissages d'un premier projet travaux et de ce qu'on veut faire différemment pour le second, de trouver le bon équilibre entre faire soi-même et faire faire par des artisans, de savoir prendre aussi des vacances pendant son chantier, de béton ciré, du plaisir de s'acheter un beau papier peint plutôt que des jolies chaussures ou un sac à main, mais aussi de plafonds fleuris, d'immobilier et d'emprunts bancaires, du bonheur de trouver les bons artisans, de rénover en couple et de comment arriver à doser ce qu'on peut faire soi-même et ce qu'il vaut mieux déléguer. Pour voir la maison de cet épisode en photo, rendez-vous dès maintenant sur lechantierpodcast.fr, le site du podcast, sur lequel vous trouverez un home tour complet ainsi que tous les avant-après des travaux pour que vous puissiez bien voir tous les détails d'aménagement et de décoration dont on parle dans cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation de Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour. Bienvenue sur le chantier. Ça fait un peu plus d'1 an que tu m'as contacté pour me parler de ton projet quand même. Je remontais nos messages Instagram et il y avait un petit message de toi au début et puis tu m'avais parlé de ta rénovation. Je me rappelle, c'était en février 2024. Voilà, ça y est, bravo, tu as fini ces travaux. On enregistre aujourd'hui pour en parler de cette rénovation. Et puis en plus, mais je pense que c'était suite à ça que tu m'avais contacté, j'avais 2 invités sur ce podcast qui m'ont donné ton nom quand je leur ai demandé qui ils aimeraient entendre après eux sur le chantier. Bref, il était temps que je vienne te voir. Kelly, tu as plusieurs rénovations à ton actif. Tu vas nous raconter tout ça, mais avec ton mari, vous avez commencé par une très belle maison d'hôte. Alors, je crois qu'il y a eu un appartement même avant à Paris, mais vous avez restauré une très belle maison d'hôte dans le Médoc il y a quelques années et vous ajoutez maintenant à votre palmarès des appartements que vous proposez aussi à la location et que vous avez créé au sein d'une maison située à 2 pas de la première. Donc, tu viens de finir ce second projet. C'est tout frais dans ta tête. Tu vas pouvoir nous partager plein de choses. Tu as plein de choses à me raconter, j'imagine, pour ce qui est des travaux, parce que du coup, la rénovation, tu connais un peu. Mais pour commencer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, comme tout le monde qui passe sur ce podcast, te présenter, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, et puis avec qui tu habites juste à côté d'ici. Alors oui, je suis Kelly, je viens de Paris. On s'est rencontrés au travail avec mon conjoint. Ok, tu faisais quoi avant ? Alors on travaillait dans une grosse entreprise, EDF pour pas citer. D'accord. Et mon mari était ingénieur sécurité dans le nucléaire et moi j'étais direction de la communication et je travaillais à la défense. Ok. Et puis on en a eu marre et on a décidé de partir. Ouais, vous avez changé d'environnement de travail. On a un peu changé, oui, pour s'orienter dans un petit village à 1 heure de Bordeaux qui s'appelle Saint-Seurin-de-Cadourne et qui a généré notre coup de cœur parce qu'on a trouvé le Château Réal qui était une vieille maison bourgeoise qui était une ancienne production, enfin qui faisait propriété viticole, pardon. Et on y a fait une rénovation pendant 1 an et demi. Mm-hmm.
pour ouvrir une maison d'hôte avec chambre et une grande dépendance qui fait office de gîte, qu'on a ouvert en juin 2021. Ok. Et puis... Donc, ton métier maintenant, c'est de gérer cet endroit avec ton mari. Voilà, tous les deux. C'est notre job à temps plein. Et comme le goût des travaux s'arrête jamais, on s'est lancé dans un nouveau projet, la Villa Réal. Et voilà. Et donc, tu vis avec ton mari et oui. Avec vos 2 enfants, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a 2 enfants, un de 2 ans et demi qui s'appelle Gabriel, et puis le plus grand qui a 6 ans qui s'appelle Marius. Et Génial. Et puis tous vos hôtes qui vont et qui viennent. Vous vivez au château? Oui, Okay. on vit en plein cœur des hôtes. Et pour nos enfants, c'est assez chouette. Ils voient tout le temps de nouvelles personnes. Ouais, j'imagine que ça a des avantages et des inconvénients, mais... Oui, effectivement. Alors après, nous, on a monté le projet dans notre maison. C'est pas notre maison qui a plus tard accueilli qui est devenue maison d'hôte. Donc en fait, tout était très clair dès le début pour nous. Et je pense que si c'est dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ça c'est sûr. Donc effectivement, tu as eu cette expérience de rénovation avec le château, avec toute une équipe d'artisans. À l'époque, comment ça s'était passé ces travaux? Si tu nous fais un petit résumé, peut-être pour qu'on comprenne d'où vous arrivez et comment vous êtes lancé dans le deuxième projet. Alors, nous, on est arrivés au Château Réal 1 mois avant le Covid. Ah ouais. Donc, on a débuté les travaux en plein Covid. Et ça n'a pas reculé le début du chantier? Pas du tout, parce qu'en fait, on avait prévu une phase de 2 mois, 3 mois de démolition qu'on faisait nous-mêmes. Donc, c'était la période confinement. Ok, parfait. Voilà, donc parfait. Bon, c'était juste que toutes les déchetteries étaient fermées. Et du coup, on vivait avec plein de déchets partout. Il y avait de la place. Voilà, il y avait de la place. Attends, en gros, vous avez acheté genre fin janvier 2020. Ah ouais, d'accord. Et je crois que début du confinement, ça devait être un début mois mars. Après. Voilà. C'est quand j'ai lancé le podcast, tu vois. Donc Voilà, donc en plein dedans. Et en fait, les travaux devaient commencer mi-mai. Donc en fait, ça a commencé tout de suite, puisque c'était les métiers qui pouvaient encore travailler. Oui. Et voilà, et après, ça devait durer 1 an, mais comme tout chantier, il y a eu du retard. Donc on a ouvert légèrement en retard en juin 2021. D'accord. Et vous aviez fait le choix à l'époque, du coup, d'avoir pas mal d'artisans sur les travaux, mais vous avez aussi fait des choses vous-même. Alors, en fait, on était nuls en travaux, mais vraiment, on partait de rien. On changeait même pas une ampoule, quasiment. Mais attends, tu m'as dit que vous aviez rénové votre appart à Paris. Oui, mais on l'avait fait faire. Okay. Donc, on avait géré le chantier. On n'avait pas de maître d'œuvre, mais on avait fait les plans et géré le chantier. Quand même. Mais voilà. Avec vos petites mains, vous ne saviez pas trop faire grand-chose. Pas grand-chose du tout. Et donc, oui, quand on est arrivé ici, qu'on avait 800 mètres carrés à rénover, on ne s'est pas dit du tout qu'on allait faire nous. On s'est dit qu'on allait faire la démolition et la peinture et que ça s'arrêtait là. Déjà, c'est bien. Sur 800 mètres carrés. Oui, c'est sûr. Mais bon, on était à temps plein, on quittait nos jobs, on avait prévu d'y passer. Oui, vous étiez à temps plein sur ce projet. Oui, on faisait rien d'autre. Sauf que du coup, comme il y a eu le Covid, on a dû quand même gérer notre fils qui avait 6 mois en même temps, puisqu'on n'avait plus de nounou. Donc, ça a ajouté un petit peu de piquant. Et effectivement, donc, on avait prévu de faire les travaux par un maître d'œuvre qui amenait tous les artisans. Il gérait tout. Et puis, nous, on faisait interface avec lui s'il avait des questions. Bon, dans les faits, ça ne s'est pas très, très bien passé. Ok. Ça s'est même plutôt très mal passé. C'est-à-dire c'est-à-dire que progressivement, le maître d'œuvre ne venait plus, les artisans non plus. Donc, on devait sans cesse relancer. On a dû faire beaucoup de choses nous-mêmes. Ils nous disaient que plein de choses n'étaient pas faisables. Donc, tu l'expliques comment tout ça? Ça a été un problème de choix d'entreprise. L'artisan qui a... je pense, avait des soucis personnels et du coup a pas réussi à gérer le chantier. Et... Trop gros chantier, voilà, peut-être trop loin aussi, parce qu'en fait, c'était un artisan qui venait de Bordeaux, vu que nous, on ne connaissait pas d'artisans dans le coin. Ouais, ça, c'est le problème quand tu arrives dans un nouvel endroit. Voilà. Alors après, on avait fonctionné pourtant sur recommandation, mais bon, ça s'était quand même pas hyper bien passé. Et donc, voilà. Et donc, à la suite de ce grand chantier qui s'est bien fini finalement, parce que voilà, ça s'est fini et ça ressemble à... Et c'est beau. Comme on le voulait. Et c'est bien fait? Oui, voilà, c'était bien fait, mais c'était dans la douleur. D'accord. Du coup, on s'est dit, s'il y a un prochain projet, maintenant on sait faire, parce que du coup, ils nous ont laissé faire plein de choses, donc maintenant on sait faire, c'est nous qui faisons de A à Z. D'accord. Ou alors on fait, mais avec des personnes qu'on
sur qui on est vraiment sûr à 200% qu'ils vont faire les choses comme si c'était chez eux. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut qu'on s'est lancé comprendre dans la nouvelle qu'on a aventure. eu une mauvaise expérience. Oui. Et alors, comment toute cette nouvelle histoire de travaux a démarré ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que rapidement vous êtes dit il nous faut un deuxième lieu parce que je sais pas, on n'a pas assez de capacité d'accueil ou quelque chose comme ça ? Ou est-ce que ça s'est fait un peu comme ça ? Vous êtes tombé sur cette maison et vous pas êtes du dit tout. ok. En fait, c'est vraiment l'histoire d'un. Enfin, c'est venu au fur et à mesure, puisque, en fait, au Château Réal, on accueille beaucoup de voyageurs qui viennent de Belgique, enfin voilà, de pays limitrophes à la France. Amateurs de vin. Amateurs de vin. Comme les Belges. Voilà, Belges, Suisses, Anglais. Et souvent, on avait des voyageurs qui venaient et qui étaient dans une envie d'investir dans la région. Voilà, ils voulaient poser leurs valises. Et donc, ils cherchaient un endroit à acheter à côté de chez nous. Et on a développé, du coup, une branche immobilière. Ah ouais ? Donc, génial. Vu qu'on connaissait des personnes qui vendaient, on avait des voyageurs qui cherchaient, on s'est dit, bon, on va les mettre en relation. D'accord. Et donc, on a développé cette partie-là. Et... c'est hyper intéressant. Donc, vous faites ça aussi aujourd'hui ? Oui, voilà, on fait ça en plus. Donc, si on veut acheter dans le Médoc, il faut vous contacter. Voilà. Et donc, on a cherché... on s'est formé. C'était un nouveau métier, donc on ne connaissait pas non plus. Et puis, on se lance donc dans cette activité. Et puis, donc, on fait un peu de veille sur les biens qu'il y a autour de chez nous. Et là, on tombe sur ce bien. Et finalement, on a été nos premiers clients. Mais non. On s'est dit, ça commence Ils ont très acheté mal. eux-mêmes avant de faire acheter à qui que ce soit. Ouais. Et on a vu ce bien. Je suis pas sûre que ça fonctionne très bien, voilà, du coup, le modèle économique là, à long terme. Faut pas qu'on continue comme ça. et voilà. Et on a vu ce bien avec un bâtiment qui avait 4 espaces divisés, qui était à 3 minutes du Château Réal à pied, qui avait déjà une piscine assez grande, un jardin. On s'est dit, on va peut-être aller voir parce que si vraiment ça ressemble à ça, ça pourrait être intéressant pour étendre notre activité. Mais d'accord. C'était pas chose du tout l'objectif. Vous n'aviez pas pensé avant ? Ou si, un petit peu, mais... Bon, on avait dû en aborder le sujet, mais c'était vraiment pas d'actualité tout de suite. Ouais. C'était En tout cas, vous ne cherchiez pas de maison pour faire ça. Non, pas du tout. Et parce que le château, c'était rempli, enfin ça marchait très bien. Oui, ça marchait super bien. Et on avait surtout, on n'a qu'une seule suite familiale, et on avait beaucoup de demandes de famille pendant l'été. Ah, de couples avec enfants ? Oui. D'accord. Que vous ne pouviez pas accueillir du coup. Et voilà, qu'on ne pouvait pas accueillir. On refusait beaucoup pendant juillet-août. Et nous-mêmes, ayant des petits, oui, vous on compreniez. voyait à quel point c'était difficile de voyager en pleine saison, à un prix pas non plus exorbitant, dans des endroits un peu déco. Alors ça, je pense que tu as raison. Et en plus, comme tu dis, d'avoir une chambre double avec un petit couchage d'appoint pour un enfant et la place de mettre un lit parapluie si t'en as 2, quoi. Voilà, et puis une cuisine, parce qu'enfin, quand on a des petits, on va pas toujours au restaurant. C'est pas pratique. Et donc, surtout le soir. Voilà, surtout le soir. Ouais. Donc l'idée, en fait, je suis la cible parfaite pour toi. Je comprends parfaitement. En fait, à chaque fois, on développe des choses qui nous correspondent et voilà, qui répondent à un besoin que nous-mêmes, on aurait. Ouais. Et donc là, on s'est dit, c'est vrai qu'il va faire un endroit où on peut nourrir son enfant, le coucher et après passer une bonne soirée à côté, ça pourrait être pas mal. Et c'est comme ça qu'en fait, notre besoin et cette offre-là immobilière à côté ont fait naître la Villa Réal. Ah non, mais trop. Je suis en train d'imaginer, en fait, exactement, là, tu couches ton petit, après, tu as la petite terrasse, tu te fais ton barbecue dehors. Exactement. C'est trop bien. Il est à côté, tout va bien, c'est génial. Donc, vous avez vu cette annonce immobilière ? Vous avez appelé pour Et oui, on a appelé. Et alors moi, en fait, dans le contexte, c'était que je venais d'accoucher. De ton deuxième fils ? Voilà, de mon deuxième fils. Il avait 2 semaines. Et le moment idéal pour se projeter dans les travaux. Voilà, tout à fait. Et ça a quand même matché. Parce que du coup, on est venu avec la poussette, le petit. Et on s'est dit, mais en fait, c'est parfait. Ok. Et en fait, notre gros point fort, je pense, avec mon mari, c'est qu'on est tout de suite raccord en général. C'est plutôt un bon début. Il n'y a pas de débat, en fait. S'il y en a un qui est OK, en général, l'autre est OK aussi. Et donc, on a vite... en 3 secondes, on savait que ça allait le faire. Bon, ça, voilà. Après, on est toujours hyper au taquet sur les projets. Et puis après, il y a toute la labeur qu'il y a derrière. Mais en tout cas, au début, on est toujours hyper taquet. Et du coup, la visite, ça s'est passé comment ? Vous êtes rentrés, donc essaie de t'en rappeler un petit peu si tu reviens en arrière. Donc, vous êtes arrivés,
Il y a ce grand portail là. Vous avez vu déjà que c'était au cœur du bourg. Oui, alors en fait, dans la maison, on voyait très bien où elle était située parce qu'elle est vraiment en plein cœur, elle est en face de la mairie. On passait devant régulièrement. D'accord. Il y avait des très hautes herbes parce que c'était plus entretenu depuis une quinzaine d'années. Ah oui. Donc, ils avaient un peu tondu pour qu'on puisse y accéder. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment très délabré. Et donc, on a poussé ce portail qui était rouge bordeaux à l'époque, assez lourd, et qui est le portail d'époque parce que c'était une ancienne boucherie, donc avec les 2 têtes de bœuf dessus. Sur le portail en fer forgé. Ouais. Et puis après, on a poussé une vieille porte qui ressemblait pas à grand-chose, où le bois était très abîmé. Et là, il y avait un carrelage des années 70 au sol blanc. Enfin, il y avait vraiment aucun charme à l'intérieur. D'accord. Fallait... le plafond avait pris l'humidité, les cheminées s'écroulaient. Voilà. T'avais encore les cheminées quand même. Et le parquet en haut, mais non, qui était peut-être pas visible. Alors le parquet, non, il était recouvert par une moquette décolorée. Et au sol, en bas, au rez-de-chaussée, il y avait des cheminées, mais qui étaient très abîmées. Donc il y en avait une dans chaque pièce. Il y en avait une des années 70 en béton, donc on n'a pas gardé parce que vraiment, elle n'avait aucun intérêt. Et puis elle était en très mauvais état. Et puis la seconde qui était d'époque, mais qui avait aussi pas mal vécu et qui avait de la pierre qui s'était décrochée. Donc on l'a fait rénover après par la suite. D'accord. Donc voilà. C'est pas un coup de cœur esthétique, endroit super charmant, waouh, trop beau. Non. Non, mais on voit tout de suite le potentiel parce qu'on découvre derrière le crépi rouge le moellon. Donc on se dit... sur la façade extérieure. Sur la façade extérieure. Donc on se dit, bon, si on fait un ravalement avec pierre apparente, tout de suite, ça va tout changer. Il y avait des petites ouvertures au rez-de-chaussée. Non, je dis n'importe quoi, c'est à l'étage. Il y avait une toute petite fenêtre donc la pièce était très sombre. On s'est dit, bon, bah, on va ouvrir, on va faire des grandes ouvertures, des grandes fenêtres et ça va faire rentrer la lumière. En plus, c'était une façade plein sud, donc on s'est dit, ça va être baigné de lumière. Et du coup, en fait, on a tout revu. Tout revu de A à Z, donc la façade, les fenêtres, les sols, la disposition des pièces. La seule chose qu'on n'a pas trop touchée, c'est l'extérieur. D'accord. Oui, il y a eu aussi ça qui a dû jouer pendant la visite, c'est que vous avez vu tout de suite, parce que quand on rentre, on la voit un peu de loin. La piscine. Cette immense piscine. Oui, la piscine était gigantesque, en plus elle était vide, donc ça faisait vraiment... Voilà, c'est une forte impression quand on arrivait, et on s'est dit, mais oui, mais en fait, c'est exactement ce qu'il nous faut si on veut. Il y a déjà une piscine, oui, quoi. Voilà. Pour des locations de vacances. Oui, et puis en fait, c'était un prix très abordable, puisque voilà, c'était très abîmé, mais... et puis que c'est un petit village, mais du coup, seul le budget de travaux allait être impactant, mais en soi, c'était pas très lourd d'investissement par rapport à ce qu'on avait connu au Château Réal. Donc tous vos critères étaient cochés, quoi. Tous les critères étaient cochés, oui. Et c'était affiché à combien la vente, du coup ? Alors, c'était affiché à 115 000 €. D'accord. Ou 120, et on a acheté 115. Et vous avez fait une offre très vite, ou vous avez réfléchi un petit peu ? Nous, on fait des offres très, très vite. Okay. On a fait une offre dans la journée. Et après, on avait estimé une enveloppe à peu près de 200 000 € de travaux. Ok. Donc, vous aviez budgété ça d'après votre expérience ? Oui. Ou vous avez fait de devis très rapides avec des artisans ? Alors, on a fait des devis pour les postes qu'on n'avait pas eu à aborder au Château Réal, typiquement le ravalement. Que vous connaissiez pas, du coup ? Ouais, ça, on connaissait pas et on s'était dit qu'on allait le faire nous, mais bon... Ah, c'est quand même très haut, hein. Oui, alors on a acheté l'échafaudage et tout. Ouais, bah là, de toute façon, ouais. Voilà. Mais et puis c'est grand, surtout. Enfin, la façade est... Oui, la façade est grande, mais bon, voilà, on avait fait quand même l'estimation au cas où on n'était pas en capacité de le faire. Oui. Les fenêtres, c'était sûr qu'on le faisait pas nous, donc les ouvertures, donc on avait fait aussi des devis pour ça. D'accord. Et puis la plomberie, parce que la plomberie, nous, on n'y touche pas. Donc 200 000, tu m'as dit. Oui, alors après, il y avait le liner, voilà, il y avait plein de choses. Oui, aussi pour un petit peu d'extérieur. Oui, bien sûr. Et alors, c'est quoi l'histoire de cette maison ? Tu parlais d'une ancienne boucherie, et puis dans quel état c'était à l'intérieur ? Alors,
Effectivement, c'était une ancienne boucherie et on a très peu d'histoires sur la bâtisse, malheureusement. En fait, on sait que c'est une ancienne boucherie déjà parce que c'est écrit sur la façade. Oui, il y a une inscription ancienne, boucherie. Voilà, c'est peint sur la façade, donc ça donne une petite indication. Après, dans le stockage, on a retrouvé des écriteaux sur les prix de vente. Mais la bâtisse a quand même eu pas mal de vie. Donc boucherie, puis après il y a eu une entreprise pétrolière qui est venue s'installer. Ok. Et puis après il y a eu un propriétaire qui a acheté et qui n'a jamais habité les lieux. D'accord. Donc nous on a acheté à cette personne qui avait laissé à l'abandon pendant 15 ans. Donc il y a eu une grande phase où c'était pas une habitation et où même durant l'époque de l'entreprise pétrolière, ils en faisaient pas grand-chose. Oui, c'était des bureaux. C'était que des bureaux. Ok. Donc, il y a eu des rénovations qui ont été faites, mais vraiment pas dans les règles de l'art. Donc, nous, on a dû beaucoup défaire, en fait, ce qui avait été fait, parce que c'était à l'époque dans les années 70, beaucoup de béton qui était mis au milieu du moellon. Donc, ça étouffait la pierre. Et on a retrouvé de la ferraille entre les murs, du journal. Enfin, il y avait de tout. Il y avait de tout. Et donc ancienne boucherie, donc plutôt un bâtiment à usage professionnel, peut-être qu'il y avait une habitation au-dessus pour le boucher à l'époque. Je pense qu'à l'origine, il y avait effectivement le magasin au rez-de-chaussée et puis l'habitation à l'étage. Parce qu'il y a quand même des cheminées. Il y avait de la moquette. D'accord. Voilà, il y avait des choses qui laissaient penser qu'à l'étage, c'était une habitation. Et que ça n'avait pas du tout été touché, pour le coup, à l'étage durant l'époque où c'était une entreprise pétrolière. Ça c'est bien. Oui, voilà. Donc en fait, ça faisait assez penser à ce qu'on avait connu, nous, quand on avait acheté notre premier appartement à Paris, où on avait ces tapisseries sur les portes, au mur, au plafond. Il y en avait partout. Et la moquette qui était décolorée et qui protégeait ces magnifiques parquets. Ouais. Ce qui est pas mal parce qu'en fait... Ouais, du coup, dessous, c'est assez préservé, quoi. Oui, voilà. Et ça s'abîme pas. Les matériaux nobles étaient assez préservés. À l'étage, la cheminée et le trumeau étaient très jolis et pour le coup, n'avaient pas du tout été touchés. Donc, ça donnait beaucoup de charme. Et on savait qu'on pouvait en faire quelque chose assez facilement. Ok. Comment vous vouliez gérer ces travaux ? Est-ce que l'idée, c'était de prendre des artisans comme pour votre précédent projet ? Ou de faire différemment ? Tu me disais que vous vouliez pas faire avec n'importe qui, en gros, si vous lanciez dans un autre projet de travaux. Donc là, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Comment vous vouliez gérer ça ? Totalement différent. Là, on s'était dit qu'on allait quasiment tout faire nous-mêmes. Du ravalement de la façade, à l'électricité, au sol, au placo. Voilà, on se sentait de tout faire. Ok. Vous avez fait des devis pour voir. Voilà, pour voir. Mais vous pensiez plutôt le faire vous-même. Oui. Et puis on pensait cadencer le chantier en faisant le rez-de-chaussée une première année et puis ouvrir l'étage la seconde année. Donc ça, c'était le projet initial. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, comme dans tous les chantiers, ça ne s'est pas passé comme ça, comme prévu. Donc, on a commencé le chantier. Alors, on a eu les clés en juin. Donc, juin, ce n'est pas la meilleure période pour nous. Donc, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais juin, c'est pas si simple pour nous parce que du coup, on est en pleine saison. C'est le début de la saison. Voilà, donc on a très peu de temps. Donc on savait que l'été, il ne se passerait pas grand-chose et que les travaux allaient vraiment commencer vers octobre. Ouais. Bon, on arrive que vous alliez peut-être faire un peu de démolition quand vous auriez le temps, en gros. Voilà, mais en fait, du coup, on a tout de suite commencé finalement parce qu'on n'arrivait pas à avoir ce chantier et à pas y aller. Ouais. Donc, vous aviez pris goût aux travaux, quand même. Oui, clairement. Et je pense que ce qu'on aime vraiment, c'est redonner vie à des patrimoines qui sont laissés à l'abandon. Ça nous fait mal au cœur de voir des bâtisses qui datent du 19e siècle et qui sont laissées à l'abandon comme ça. Donc là, vous aviez trop envie de venir pour commencer, quoi. On avait trop envie de venir. Et donc, du coup, mon mari a commencé, pendant que moi, je gérais l'activité de maison d'hôte. Il a commencé à venir quand on avait un peu de temps pour vider les lieux, a commencé à piquer la façade. Donc, on avait acheté un échafaudage. Et puis, on a commencé par ça. On s'est dit tout de suite que la façade, c'était vraiment la partie qui nous gênait le plus parce qu'elle était avec un crépi rouge immonde, avec cette traînée de ciment dessus. Enfin, c'était vraiment pas beau du tout. Donc, c'était ce qui nous gênait le plus. On s'est dit, on va commencer par ça.
Et puis après, on va commencer à faire, vu qu'en parallèle, le soir, quand on avait un peu de temps, on faisait des plans. On s'est dit, on va faire, on va tracer au sol et après on va faire le placo. Au moins, voilà, tracer les espaces avec les rails et puis les lecs. D'accord. Il allait falloir tout refaire dans tous les cas ? Tout. Oui, il fallait tout refaire. On a vraiment gardé 2 murs, je pense. Ah oui ? Oui, 2 murs et le plancher de l'étage et les escaliers. Mais sinon, on a tout refait de A à Z. Le toit, la charpente sont effectivement, les mêmes. Pardon. Et le toit, la charpente étaient sains. Donc ça, c'était chouette. Et une chose qu'on n'avait pas pensé garder, mais qu'on a gardé finalement, c'est la porte d'entrée. Parce qu'elle était jolie, mais très, très abîmée. Et en fait, quand on a vu ce que les menuisiers environnants nous proposaient pour la remplacer, on s'est dit non, mais c'est pas possible. On veut vraiment garder une âme. Ou alors une porte-bois neuve de style ancien. Il y en a des belles, mais alors c'est vite très très cher. Voilà, ça a explosé notre budget, donc c'était pas possible. Et donc on a mis beaucoup d'huile de coude dessus. On a juste remplacé une partie qui était en bois pour mettre une partie vitrée et faire entrer la lumière. Mais voilà, c'est en fait vraiment, on est parti de pas grand-chose. Ici, on a gardé la piscine, la charpente et un plancher. Voilà. Ok. Et vous donniez combien de temps pour faire ça ? Est-ce que vous vous donniez seulement une durée précise ? Ou c'était en mode quand on peut, on avance et on verra ? Alors non, c'était quand même... on voulait pas se mettre la pression comme on s'était mis au Château Réal parce qu'il y avait moins de pression financière. Mais par contre, on se disait que pour l'été d'après, on avait le rez-de-chaussée qui était ouvert. D'accord. Vous vouliez au moins 2 appartements pour la saison d'après. Qui nous permettait de financer la suite, les travaux en fait. C'était ça l'idée. Voilà. Comment vous avez décidé des plans ? Du coup, tu parlais des plans à l'instant, des plans et puis des grands changements quand même de cet endroit parce que vous avez fait des ouvertures. Comment ça s'est fait tout ça, cette réflexion ? Alors, comme on était à Paris auparavant, on avait déjà les réflexes d'optimisation de petits espaces. D'accord. Tu veux dire que tu avais un petit appartement à Paris ? Oui, j'avais un tout petit appartement à Paris qui faisait 47 mètres carrés. Donc, quand on est passé aux 800 de Château Réal, ça nous a fait un grand gap. Mais là, du coup, les appartements de la Villa Réal font environ 30 mètres carrés. Et il fallait faire entrer la cuisine, le lit, la banquette. C'est des grands studios, quoi. Enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour vivre de façon indépendante. Voilà. Et donc, on s'est posé avec nos petits ordinateurs et nos petits crayons. Et puis, le soir, on essayait de faire entrer comme on pouvait en manipulant un peu les mètres carrés et les espaces, sachant qu'on a un couloir au centre. Et donc, du coup, ça restait. C'était vraiment... Ça, c'était parfait. Voilà, ça, c'était pour parfait. desservir de chaque côté. Sur chaque niveau, un appartement à gauche, un à droite. Voilà, exactement. Donc ça, c'était notre contrainte. Et après, il fallait créer les espaces à l'intérieur de ces appartements. Donc, on s'est pas mal cassé la tête. Et franchement, je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. On a fait un brainstorming à 2 et petit à petit, ça a avancé comme ça. Et je sais pas, ça s'est fait vraiment par une réflexion à 2. Est-ce que vous avez utilisé des points d'eau existants ou en fait non, où tout a bougé ? Est-ce que vous avez utilisé des ouvertures existantes ou est-ce que tout a bougé aussi ? Il y avait des ouvertures en bas qui sont les mêmes aujourd'hui ? Alors, effectivement, on avait des fenêtres en bas qui ont été conservées. Enfin, on les a remplacées parce que c'était du simple vitrage et qui étaient en mauvais état. Mais on a gardé les emplacements. On a fait une grande ouverture supplémentaire sur l'un des appartements avec une porte-fenêtre. Donc ça a apporté aussi une contrainte en plus. Et, celle qui est derrière toi ? Oui, celle qui est derrière moi. Qui donne sur la piscine, sur la terrasse, le jardin avec piscine. Ouais. Et donc effectivement, il y avait ces fenêtres on voulait un peu de lumière dans les salles de bain, on voulait... On devait faire tout rentrer, mais garder un peu de lumière dans tous les espaces. Donc, on a par contre rien conservé au niveau de la plomberie. On a tout fait. L'électricité aussi. Donc, hormis ces ouvertures extérieures, on n'avait pas d'autres contraintes. Ok. Donc, voilà, on voulait simplement faire peut-être comme on avait fait au Château Réal, c'est faire des salles de bain semi-ouvertes, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas nécessairement qu'il y ait de portes. Parce qu'on trouve que dans les petits espaces, ça réduit la lumière, s'il y a une fenêtre dans la salle de bain.
Et puis ça n'empêche pas l'intimité oui, non tout à plus, fait. puisque Oui, t'as raison. on ne voit pas forcément dans la douche. Donc ça, c'était un fil conducteur qu'on conservait. Par contre, on voulait que les WC soient vraiment indépendants. Et puis après, que chaque appartement ait une petite cuisine fonctionnelle, ergonomique, et qui permettent pas de faire des plats en sauce tous les soirs, mais des banquets. Voilà, des banquets, mais qui permettent de pouvoir se faire une petite cuisine. Oui, qui soit quand même bien équipée, quoi. Voilà. Et qui soit jolie, puisqu'elle est complètement ouverte sur la pièce. Voilà, c'est ça. Il fallait aussi que ce soit joli. Et pratique et fonctionnel. Ouais, donc c'était un petit mix à trouver, un bon équilibre. Vous les avez fait sur quoi, vos plans ? T'avais un logiciel, tu te rappelles ? On a fait sur quelque chose de pas du tout conventionnel, on a fait sur PowerPoint. Ok, ouais. Très bien. Parce qu'au début, on s'est dit qu'on allait se lancer sur des logiciels pro pour essayer de faire ces choses bien. Et puis en fait, on passait trop de temps et on n'avait pas de temps. Et en juillet-août, le soir, on est en général assez fatigué. Et donc, c'était le moment où on voulait se poser pour faire les plans parce qu'on savait qu'après, en octobre, ça devait démarrer. Et donc, on s'est dit, franchement... Un bon vieux PowerPoint. Voilà, un PowerPoint, c'est pour nous. De toute façon, il n'y aura pas d'autres artisans hormis le plombier. Oui, c'est ça. Du moment que nous, on s'y retrouve, tout va bien. D'accord. Vous pensiez quand même prendre un plombier à ce moment-là ? Ah oui, le plombier, c'était non négociable. C'était l'artisan qu'on savait parce qu'on l'avait déjà. Alors, vous l'aviez déjà de quoi ? De vos précédents travaux ? On l'avait pas du chantier de Château-Réel, mais on l'avait parce qu'on a eu toujours des couacs dans les vieilles bâtisses. Et du coup, on avait trouvé un super plombier depuis qu'on habitait sur place. Et lui, pour le coup, faisait les choses comme s'il les faisait pour sa maison. Donc, on était en totale confiance. Donc ça, c'était votre critère de choix pour les artisans, c'est ça ? On voulait qu'ils fassent comme si c'était chez eux. D'accord. Alors, comment vous avez trouvé ces artisans ? Parce qu'au final, il y en a eu plusieurs sur les travaux. Au final, il y en a eu plusieurs, oui. Donc, il y a eu le plombier en premier temps. Et donc lui, c'était votre gars sûr, vous saviez, vous le connaissiez. Voilà, donc il fallait que les plans soient à peu près propres pour lui. Et puis, après, on a par la suite eu des maçons qui sont venus pour faire finalement le ravalement de la façade. D'accord. Comment vous les avez choisis du coup ? Et alors là, on a dérogé à notre règle. On a demandé des recommandations parce qu'on n'en avait pas des maçons de confiance. Et on a fait venir plusieurs maçons et bon, on a trouvé l'équilibre entre prix et recommandations. On avait très peur parce que la façade, c'est vraiment le truc qui change tout. Et en même temps, on ne les connaissait pas. Et en fait, c'était ceux qui nous ont sauvé le chantier. Ok, pourquoi ? Mais vraiment, ça a été nos perles. Ils nous ont fait un ravalement excellent, à un coût vraiment défiant toute concurrence. Et en plus, ils n'étaient pas bons que sur la maçonnerie, ils étaient bons sur plein d'autres trucs. Donc, ils ont fait plein d'autres trucs. Donc, en fait, oui, voilà, ils ont fait plein d'autres trucs. C'est comme ça qu'on a fini par déléguer petit à petit des choses et à rentrer dans le timing, parce que je pense que sinon, on y serait encore. Oui, parce que la charge enfant, client à gérer et travaux à faire, on aurait été vraiment pas... Enfin, je pense qu'on n'aurait pas pu ouvrir il y a une semaine. Cette année, ouais. Du coup, il y a eu votre super plombier, ce maçon qui s'est révélé par grande chance. Bon, il vous avait été recommandé quand même. C'est quand même toujours bon signe, même si c'est pas En fait, on n'a pas tous le même degré d'exigence. Oui, c'est ça aussi. Et nous, on est assez exigeants et on veut aussi parfois des choses un peu farfelues. Enfin, un peu qui sortent de l'ordinaire, voilà. Farfelu, c'est très fort. Voilà. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. En fait, on veut des choses qu'on voit dans notre esprit et dans les magazines et dans des super adresses et enfin, moi personnellement, je me soucie pas toujours de la contrainte technique. Je me dis que si ça a été fait une fois, ça peut être fait. Voilà. Et donc, quand on me dit que c'est pas possible, j'ai du mal à l'entendre. Donc, il faut trouver l'artisan qui soit flexible là-dessus. Ça, on est bien d'accord. Et c'est pas forcément évident. Donc, ce maçon, ils ont fait quoi d'autre ? Alors, le maçon, donc en fait, ils étaient 3. C'est une équipe de 3 maçons. Et ils nous ont fait également le placo de l'étage. Parce que mon mari n'en pouvait plus du placo rez-de-chaussée. Il a fait tout le rez-de-chaussée, mais il n'en pouvait plus. Et j'allais perdre mon meilleur artisan, sinon. Ça aurait été dommage. Oui, voilà. Et du coup, ils nous ont fait aussi un peu ils ont fait le carrelage des super. douches. Donc, en effet, ils faisaient pas que de la maçonnerie, quoi. Ouais.
Donc au final, vous avez trouvé les fameuses bonnes personnes dont tu me parlais au début. Tu disais rénover avec les bonnes personnes ou personne. Ouais. Vous avez trouvé ces personnes-là de confiance qui vous ont accompagné et vous n'avez pas tout fait tout seul comme prévu initialement. Voilà, exactement. On a petit à petit délégué parce qu'on voyait qu'on pouvait intégrer des gens voilà. au chantier voilà, pour vous aider. Exactement. Et puis, en fait, voyant que ça marchait bien, qu'ils nous disaient oui, mais pas seulement pour nous faire plaisir, on voyait qu'ils arrivaient à faire exactement ce qu'on voulait. D'accord. Du coup, on s'est dit, mais on va continuer. Et pourquoi on ne ferait pas un appel pour ça aussi ? Et pourquoi pour ça aussi ? Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils sont rentrés de plus en plus dans le chantier. Est-ce que tu te rappelles du jour 1 du chantier ? C'est quoi ton souvenir de ce jour-là ? En fait, comme moi, j'étais le jour 1, le vrai jour 1, quand Elian, mon mari, est arrivé sur le chantier et qu'il a commencé à piquer la façade. Et moi, du coup, j'étais vraiment à distance parce que c'était en plein mois de juillet. Et donc, je venais de temps en temps passer une tête pour voir s'il survivait. Mais je suis rentrée sur le chantier beaucoup plus tard. Donc, lui, je pense qu'il en a un souvenir très chaud et très laborieux. Moi, j'en ai un souvenir très, très lointain, en fait, du premier jour. Est-ce que ça te manquait, entre guillemets ? T'aurais aimé être sur place au début ? Oui, c'est au frustrant. château à gérer les locs, tu devais être... Oui, c'est frustration, le mot que je cherchais. Ouais. T'avais envie de mettre les mains dedans aussi ? Bah oui, puis c'est vrai que c'est un projet, à chaque fois c'est des projets qu'on mène à deux, et du coup de pas être présente... il faut se séparer pour qu'il y en ait un qui gère. Là, on n'avait vraiment pas le choix. Et même lui, il avait qu'une envie, c'était qu'on soit à deux, parce que c'est vrai que c'est plus motivant d'être aussi à deux sur une réno comme celle-ci. C'était pas juste peindre un mur, c'était tout refaire. Donc, Comment se sont passés, du coup, les mois suivants ce premier jour, donc un peu la première année, peut-être jusqu'à l'été dernier. Donc, les artisans sont arrivés au fur et à mesure. Vous, c'était comment ? Pendant l'hiver, vous avez pu plus venir ? Toi, t'es arrivée aussi pour faire des choses ? Oui. Alors, donc ce premier hiver, je suis effectivement arrivée. On a beaucoup, beaucoup avancé. Ça se passait globalement comme on l'avait imaginé. Donc, ça avançait bien. Avec quelques artisans en plus. Voilà, avec quelques artisans en plus. Mais on a eu pas mal d'aléas de santé. Donc, Elian s'était blessé. Donc, sur le chantier ? Alors, il s'est blessé sur le chantier. Mais là, le premier coup, c'était pas à cause du chantier. Il s'était blessé à l'épaule, à force... parce qu'on vieillit. Ouais, c'est l'âge. Hein. Et donc, du coup, il a dû subir une opération de l'épaule qui l'a immobilisé pendant plusieurs mois. Ah ouais. Et c'est là où l'épaule, vraiment... laisse tomber, tu peux rien faire, quoi. Voilà, il nous a dit 3 mois d'arrêt, on peut rien faire, donc rien porter. Donc là, c'était un peu le coup de massue. Et donc, c'est là où vraiment les maçons ont pris plus de place dans le chantier, parce qu'on s'est dit qu'on pouvait pas perdre 3 mois. Et donc, ils ont fait le placo à l'étage et ils ont vraiment bien avancé sur la façade. Et puis, en parallèle, nous, quand même, on avait eu un petit bébé et on n'avait pas pris de vacances depuis 3 ans. Et en fait, on était un peu à bout de souffle avec tout ça. Oui, attends, quand le chantier a commencé, pardon, tu venais d'accoucher quand vous avez acheté. Oui, c'est ça. Donc là, ton bébé avait un an. Ouais. Okay. Il avait 1 an à peu près. Et donc, on s'était promis de se faire des vacances pour les premières vacances depuis les 3 ans d'activité du Château Réal. Et donc, on est parti un peu en vacances. Donc, ce qui fait que, globalement, on n'a pas été sérieux du tout. On a fait vacances plus blessures, et ce qui fait qu'on a pris beaucoup de retard. Ouais, mais à la fois, en fait, s'il y a un moment où tu as besoin de vacances, il faut aussi les prendre, quoi. Oui. Parce que sinon, ton chantier, t'en peux plus, il te sort par les yeux. Enfin, tu vois, il y a aussi un équilibre. Alors, je sais pas comment c'était vous, mais... Oui, voilà, on voulait pas se dégoûter, c'est ça. Fait. Et puis, on s'était promis que ce chantier-là, c'était pas un chantier dans la douleur. Douleur, comme le premier. Ouais, voilà. Donc, on voulait que ce soit un chantier qui se passe bien et qui se fasse quand il se ferait. Mais bon, fallait tenir un timing, mais bon. Oui, mais il y avait moins de pression financière sur l'ouverture que pour le premier projet. Oui, voilà. En fait, on avait déjà une activité professionnelle. Donc, on n'avait pas besoin que de ça pour vivre. Donc, on prend les vacances, on souffle. Voilà, on souffle. On remet l'épaule en place. Voilà. On guérit. On guérit. Et puis, en fait, on se remet direct sur le chantier. On avance... bien, et Elian avance sur toute l'électricité du rez-de-chaussée. Donc, on était contents, les choses se passaient globalement très bien. Et puis, on avait nos super artisans, donc ça avance. Vous n'avez pas ouvert l'année dernière, hein Non. Bon.
Du coup, on n'a pas ouvert le rez-de-chaussée à cause de ces aléas d'épaule. D'accord, c'était trop tard. Et de ces vacances. Qu'on n'aurait peut-être pas dû prendre, je sais pas. Mais du coup, on n'a pas pu ouvrir le rez-de-chaussée. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on ouvrira tout en même temps l'année suivante. Et voilà, ça le fera quand même. Mm-hmm. Et il nous reste encore 1 an, on termine. On s'était pas du tout... on était vraiment sur la partie encore... construction, matériaux, enfin gros œuvres. On s'était pas du tout projeté sur les finitions, les couleurs, les papiers. D'accord. Ok. Toi, t'avais pas ça en tête. On avait le style en tête. Okay. On avait vraiment l'idée du lieu qu'on voulait, mais pas le choix des matériaux validés, tout ça. Pas du tout. Et ça, on l'a eu vraiment dernière minute. Ah oui ? Ouais. Comment s'est passée cette deuxième année, là, cette deuxième... Alors là, la deuxième année, pour le coup, on n'est pas parti en vacances. On se dit, il faut ouvrir. Voilà. Et là, on a trimé pour quand même pas mal d'octobre jusqu'à avril pour que le lieu sorte. Il fallait que ça sorte. Au bout d'un moment, enfin, je pense que toutes les personnes qui font des gros travaux le diront, il y a un moment où on a aussi envie que le projet, il aboutisse et il se termine et le voir naître tel qu'on l'avait imaginé. Donc là, c'était vraiment l'objectif du second hiver, de la seconde basse saison pour nous, d'avancer et d'ouvrir pour avril. Et ça s'est bien passé ces derniers mois ? Il y avait encore les artisans ? Oui, il y avait toujours les artisans qui ont été présents jusqu'à la veille de l'ouverture, parce qu'il y a du carrelage qui s'était décollé. mais oui, non, vraiment, ils ont été avec nous jusqu'au bout. Et alors, bien sûr, nous, on a fait toute la partie, la partie assez facile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contraintes techniques lourdes. Donc, toute la partie déco, c'est nous qui l'avons faite. Donc, les papiers peints, les peintures, les sols. D'accord. Mais donc les artisans partaient progressivement, mais voilà, jusqu'à la fin du carrelage, il y avait du monde. Tu m'as dit que vous aviez fait à peu près quand même 80% des choses vous-même, au final, mais que vous aviez surdimensionné un peu votre capacité à faire tout ça, à faire les travaux par vous-même, et notamment à cause de cette blessure qui n'était pas prévue, les enfants à gérer, la vie, quoi, un peu tout. En fait, l'énergie, en général. On avait déjà eu quand même un gros chantier derrière nous qui n'était pas si lointain que ça. Qui n'était pas du tout loin, en fait. Ouais. Ça faisait juste 1 an et demi qu'on l'avait stoppé. Et en fait, je pense qu'on ne le ressentait pas trop, mais il y avait quand même ça en nous. Et donc, quand on s'est lancé dans ce projet, on était... Comme toujours, on est toujours plein d'entrain et quand on va dans les projets, on est à fond. Et vous étiez à peine sortis du précédent chantier. Voilà, on était à peine sortis du précédent chantier. Et puis, on avait ce petit bébé, Gabriel, là, qui avait du coup 6 mois quand on a eu les clés. Et donc, effectivement, on avait... En fait, c'était surtout qu'on n'avait pas envie d'avoir des artisans avec nous qui n'étaient pas des artisans de confiance. On voulait surtout plus ça. Et on voulait plus revivre ce stress et ce management de personnes qui n'ont pas envie de faire les choses telles que nous, on est dans l'esprit. Donc, pour pas qu'il y ait de stress, on s'était dit qu'on le ferait nous-mêmes et qu'on le ferait à notre rythme. Mais effectivement, il y a eu les aléas de santé et puis de la vie de tous les jours, quoi. Et donc, ce faisant, on a perdu un peu de temps. Et puis, finalement, c'est pas si grave. Hein. On a réussi à ouvrir comme on voulait. Ça s'est pas passé exactement comme on l'imaginait. Mais vous heureusement... en fait, au fur et à mesure, on ne peut pas faire tout ça nous-mêmes. Voilà. Ou alors, ça va prendre 3 ans, quoi. Oui. Et puis, en fait, on s'est dit, surtout, comme on avait fait ces rencontres de pépites, on s'est dit... franchement, autant passer par eux. Et, utiliser ces ressources merveilleuses, quoi. Voilà. On avait... c'était pas une question de budget, c'était vraiment une question de volonté, de plus avoir à gérer, à manager des personnes qui sont immanageables. Enfin, je sais pas si ça te dit. Qui sont ingérables. Ouais, c'est ça, ingérables. Et donc, à partir du moment où on avait trouvé les bonnes personnes, on s'est dit, banco, pourquoi est-ce qu'on continuerait pas avec eux ? Pourquoi se priver de ça ? Voilà, pourquoi se priver de ça ? Et je pense que c'est ce que toutes les personnes qui font des chantiers rêvent d'avoir, en fait, c'est d'avoir des personnes vraiment de confiance qui écoutent. C'est clair. Mais qui sont aussi force de proposition, enfin qui peuvent nous dire, bah oui, alors ça on peut faire de telle ou telle façon, mais qui en tout cas sont plutôt ouverts. Oui. Et puis en fait, c'est des personnes où ça ne nous était pas du tout arrivé au Château Réal, mais quand on leur disait quelque chose, à chaque fois on y allait avec des pincettes en disant alors oui, on aimerait bien ça, est-ce que ça t'ennuie pas ? Ils nous disaient ah oui, non mais pas de souci.
Et là, on s'est dit, non, il n'a pas compris ce que je lui ai demandé, je pense. Par exemple, de faire le mur arrondi qui est derrière toi. Oui. Je ne sais pas si on voit, mais il y a une arche. Et, donc, faire du placo arrondi. Voilà. Donc ça, celle-ci, c'est mon mari qui l'a faite, mais il n'avait pas très envie de faire celle de l'étage. Enfin, il y en avait du coup une dans chaque pièce. Et donc, quand on leur a demandé ça, on s'est dit, non, mais ils vont nous détester. Et en fait, ils n'ont jamais rien fait ressentir et ils faisaient les choses telles qu'on l'imaginait. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable, en fait. Ah ouais. Ça n'a pas de prix. Est-ce que, suite à tout ça, toi, tu as des conseils pour bien définir ce qu'on va être capable de faire soi-même sur un chantier et ce qu'il faut déléguer et, tu vois, justement, d'arriver à doser pour trouver cet équilibre de ce qu'on peut faire soi-même et de ce qu'il faut faire par des artisans. Avant de commencer, c'est difficile, tu vois. Avant de commencer, c'est difficile. Après, avec du recul, en fait, ce qu'on s'est dit, nous, quand on s'est lancé dans ce chantier, c'est qu'on peut tout faire soi-même. En soi, si on étudie bien le sujet, si on a du temps, si on a de la ressource, on peut tout faire soi-même. On peut se former, on peut se former. Il n'y a rien de compliqué. Si un artisan arrive à le faire, nous, on peut aussi réussir à le faire avec du temps, de la patience. Après, il y a une formation parfois quand même pour certains postes. Oui, bien sûr, il y a des formations. Mais voilà, par exemple, même sur l'électricité, mon mari savait, comme je te disais au début de l'épisode, on ne changeait pas une ampoule à Paris. Ouais, et maintenant, il a fait tout le tableau électrique ici. Donc, on se dit, l'électricité, souvent, je n'y toucherai pas, c'est trop risqué. Mais en fait, lui, on peut le faire. Il a pris goût, il a vraiment fait très attention, il est minutieux. Donc, je savais qu'on pouvait avoir totalement confiance, et lui aussi. Donc, je pense qu'on peut vraiment tout faire, mais tout dépend de son budget déjà. Du temps qu'on a accordé et en être bien conscient et de l'énergie qu'on a. Nous, c'est notre travail à temps plein parce que l'hiver, on ferme le Château Réal pendant 5 mois depuis ce chantier. D'accord. Et on va continuer de le faire parce que c'est un rythme plutôt pas désagréable. Et donc, nous, on a ces 5 mois où on sait qu'on peut se dédier à 100% à ça. Mais quelqu'un qui fait ça le week-end, je pense que le week-end, on a aussi besoin de souffler. Et quand on a une activité à 100% la semaine. Et donc, voilà, il faut juste arriver à prendre vraiment du recul et à bien se connaître. C'est pas facile. En général, on se connaît quand on a fait des expériences de chantier. Ouais. Après, mais les contextes sont différents entre plusieurs projets, tu vois. Donc, bien sûr. C'est pas évident. Non. Mais tu as raison, il y a le budget, et après, il y a le temps et l'énergie. Et là, il faut arriver à bien réfléchir et à se dire... Oui. Et puis, il faut avoir du goût pour ça aussi, enfin, l'appétence pour faire les travaux soi-même. Voilà, mon mari, il est parti sur l'électricité parce qu'il aime bien faire ça. Moi, je sais, par exemple, que j'aime bien peindre, mais il y a des personnes que ça donne des boutons. C'est clair. Donc, et si c'est un truc qu'on n'aime pas faire, en effet, ça va être compliqué de faire on va y aller à l'entièreté. Ouais. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà, il faut réfléchir à tout ça. Et vraiment, c'est une question de connaissance de soi-même, je pense, avant toute chose. Et puis après, d'accompagnement avec les bonnes personnes. C'était quoi la grande différence sur ce projet pour toi par rapport à celui du Château Réal ? C'était pas le même projet, mais... Non, la grande différence, c'était la pression pour nous. Parce que le Château Réal, c'était quelque chose qu'on connaissait pas. On n'avait jamais fait de travaux nous-mêmes. On n'avait jamais fait un projet de cette ampleur. On était en reconversion professionnelle. On quittait Paris. On avait un bébé. Tout était nouveau. Tout était nouveau. On n'avait pas d'amis à proximité ni de famille. Donc, fallait s'appuyer sur nous-mêmes et c'est tout. Et dans un contexte en plus où il y avait le Covid, donc tout était vraiment très chamboulé. Très nouveau. Voilà, tout était chamboulé. Donc on pouvait pas faire plus instable comme situation et donc forcément ça génère du stress. C'est aussi génial parce que du coup tout est à créer, donc on fait tout comme on a envie que ça soit comme on l'imagine. Mais voilà, il y avait beaucoup de pression. Là, ce projet-ci, c'était pour étendre notre activité, donc déjà quelque chose qu'on connaissait. Donc, on connaît maintenant les besoins des voyageurs qui viennent chez nous, et donc on pouvait faire un lieu adapté pour eux. On connaît le monde des travaux, on connaissait les artisans, donc, enfin quelques-uns. Donc, du coup, on partait un peu plus en terrain conquis. Donc, ça n'avait rien à voir en termes de challenge, et puis on connaissait le village aussi, et donc le voisinage du bien.
Donc on savait qu'on achetait aussi un lieu qui était calme, paisible. Enfin, il y a aussi tout ça. Quand on achète un nouvel endroit à rénover, quand on achète un endroit, on a toujours un peu peur d'acheter au bon endroit. Ouais, là, vous étiez plus sûr de vous. Voilà, là, on était plus sûr de nous. Et le concept était différent aussi, parce que donc, c'était de la location saisonnière, mais plus autonome qu'au château. Là, il y a les gens qui arrivent, ils sont complètement autonomes, en fait. Ils peuvent même rentrer tout seuls. Au château, vous êtes là, vous habitez là. Oui, alors c'est un autre concept, mais parce qu'on savait aussi qu'on ne pouvait pas se diviser, on ne pouvait pas encore plus donner de temps à l'activité, ou alors il fallait qu'on recrute. Et dans ce cas-là, c'était malheureusement pas rentable. Encore possible. Donc, il fallait que ce lieu soit plus autonome, et les voyageurs aussi. Et c'est aussi pour ça qu'on faisait des cuisines à l'intérieur, pour que les gens puissent avoir un moyen de se restaurer sur place sans toujours bouger. Et puis, on est dans un petit village, donc il y a un resto. Ok. Et en termes de commerce, c'est à peu près tout. Donc, il faut que les gens puissent se restaurer aussi dans leur hébergement et s'y sentir super bien. Et du coup, la rénovation est différente de votre premier projet avec le château, parce que j'imagine qu'il y a des portes avec des codes pour entrer. Enfin, il y a plein de petites choses à penser pour que les gens soient vraiment autonomes, quoi. Ouais. Et que vous n'ayez pas besoin de venir toutes les 5 minutes. Exactement. Alors ça, c'est forcément, on s'inspire de voyages qu'on a faits. Ah bah oui, comme à chaque fois. Il faut tester. Oui, voilà. Donc on fait un peu de benchmark aussi l'hiver. Mais vous allez visiter, dormir dans des endroits pour voir comment ils font. Oui, là typiquement, cet hiver, on est allé à Maison Acacia. Donc c'est une adresse qui est à La Ciotat. À La Ciotat, ouais. Qu'on trouve très jolie et qui a un peu ce concept d'accueil autonome et qui n'a pas de restauration sur place. Et donc, ça a été un point d'inspiration beaucoup sur la partie organisation. D'accord. Et un peu sur la déco aussi, parce qu'on jette toujours un œil. Ah ouais, puis c'est beau ce qu'ils font. Voilà, c'est très joli. J'aimerais beaucoup aller les voir, mais c'est vrai que La Ciotat, c'est pas à la porte à côté pour moi, mais... Ouais, mais non, c'est très beau. Et donc, on s'est inspiré. Et puis, après... Maintenant, c'est quand même assez courant de faire de l'accueil autonome. Donc, du coup, on avait quand même quelques codes. Là, on a eu nos premiers voyageurs jeudi dernier. Donc, bien sûr, on leur a demandé un petit retour pour avoir l'expérience. Mais tant que c'est pas mis en route, dans tous les cas, on ne sait pas si on a tout bien fait. Mais on essaye. Ils vous ont dit quoi ? Eh ben, ils nous ont dit que c'était tout OK. Donc, on était contents. Mais oui, voilà, je pense que quand le projet est différent, forcément, ta rénovation est différente. Tu as plein de petites choses auxquelles penser. En amont, ah oui, il faudra penser à intégrer ça. Déjà, dans les plans, tu as ta cuisine, tout ça. Oui, l'air conditionné, tous ces trucs-là. C'est sûr qu'il faut essayer de maximum anticiper. L'anticipation, c'est quand même la clé pour avoir un chantier qui se passe bien. Ça, merci, tu viens de résumer en une phrase un énorme conseil qu'on peut partager pour tous ceux qui se lancent dans des travaux. C'est pas forcément évident, surtout quand c'est pas pour sa résidence principale. Parce que quand c'est pour soi, on arrive à imaginer comment est-ce qu'on va être dans l'espace. Mais quand c'est pour des voyageurs, ou un investissement locatif, c'est pas toujours évident d'imaginer comment la personne va utiliser le lieu. Et en fait, ce que moi j'adore, c'est de voir que les voyageurs utilisent le lieu exactement comme on l'avait imaginé. Que ça soit exactement là où on pensait qu'ils allaient se mettre, parce qu'il y a le petit soleil qui arrive. Et très gratifiant même, parce qu'on se dit, j'avais raison. Ouais. Et ça demande un peu d'empathie, parce qu'il faut vraiment s'imaginer, vraiment être à la place de la personne au moment donné, mais il faut tout regarder, l'orientation du soleil, tout. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit focus travaux ? Oui. Et que tu nous racontes comment vous avez fait pour faire les sols dans cette maison ? Parce que vous avez donc fait toute la pose des sols vous-même. Enfin, en fait, les sols, il y a eu le béton ciré au rez-de-chaussée que vous avez fait vous-même entièrement. Et puis, il y a eu la rénovation du parquet à l'étage, c'est ça. Qui est ancien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu étape par étape comment vous avez fait pour ces deux sujets ? Bon, vous avez fait plein de choses par vous-même et on va peut-être détailler que ces postes-là, parce que sinon, il y en a pour des heures. Alors, sur en fait, on a commencé par le rez-de-chaussée, parce qu'on se disait qu'on allait faire progressivement le rez-de-chaussée, puis après l'étage. Oui, donc le rez-de-chaussée a été fini en premier quand même. Oui, largement.
Et donc, juste avant Noël dernier, on a fait le béton ciré, parce que c'était un carrelage des années 70 qui était pas beau du tout. Mais on conservait beaucoup d'ouverture. Il y avait la porte d'entrée, et il y a une autre porte dans l'un des appartements. Donc, on voulait pas mettre une surépaisseur. Et donc, on avait la contrainte de l'épaisseur. Et puis, on se disait que le béton ciré, ça correspondait tout à fait au lieu, dans un style maison de vacances un peu provençal. Que vous vouliez insuffler à ce lieu. Voilà, on voulait vraiment un style maison de vacances. Et donc, voilà, on part sur le béton ciré. Qui a le double avantage, en effet, de l'esthétique un peu du sud. Voilà. Et côté brut aussi, un peu. Ouais. Et d'avoir une presque pas de surépaisseur parce que c'est une pellicule quelques millimètres. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 1 ou 2 millimètres. Au final, nous, on était sur 7 mm. Oui, mais parce que vous avez eu un petit... Il y a eu des rebondissements. Mais voilà, normalement, on aurait dû être sur 4 à peu près. Ouais, d'accord. Et donc, en effet, ça n'empêche pas, en général, ta porte de s'ouvrir, toujours s'ouvrir une fois que tu as posé ton nouveau sol. On n'a pas touché aux portes. Et donc, on a commencé par le béton ciré. Et donc, le béton ciré, on est passé par Harmonie Béton, grâce à... Oui, que je connais bien. Voilà. Grâce au podcast. Conseils. D'accord, voilà. Super. Parce qu'on a écouté petit podcast spécifique. Oui, il y a un épisode avec eux que je recommande d'écouter si on se lance dans le béton ciré, parce qu'il est plein de super informations. Tout à fait. Nous, c'était notre tuto. Tant mieux, je suis contente que ça serve. Et vous êtes lancé à quel moment Est-ce que tout était... Tu vois, ça en était où au rez-de-chaussée? Alors... La peinture était faite ou pas? La peinture C'était en faite. cours. Ok. En fait, on s'était dit qu'on voulait faire les sols en dernier parce qu'on voulait pas non plus avoir à tout protéger et que ça. Après, il y avait la phase des plaintes et que dans tous les cas, même si ça remontait un tout petit peu sur le mur, ça se verrait pas. Ok. Donc voilà, on a fait les peintures et puis après le béton ciré. Et donc le béton ciré. Les plaintes n'étaient pas posées. Non, les plaintes n'étaient pas posées. On les a posées à toute fin. Pré-peintes. Ouais. Du coup, d'accord. Pré-peintes. Et donc on passe par Harmonie Béton. Super. On a commandé à distance un kit qui est installé soi-même. Leur fameux kit qui est hyper ingénieux pour faire son béton ciré soi-même, voilà. Sans que ce soit l'enfer techniquement. Hein. Exactement. Tu vas confirmer ou pas, mais... Techniquement, c'était pas l'enfer du tout. Nous, on avait à peu près 70 mètres carrés à faire au sol, puisqu'on faisait tout le sol, des salles de bain, des 2 appartements. Ouais, les 2 appartements du rez-de-chaussée complets et le couloir d'entrée. Ouais. Et donc là, ça comprenait à peu près 8 couches à mettre. Parce que sur un carrelage, il faut mettre déjà une primaire d'accroche. Ah oui. Et puis après, on a... je ne me souviens plus du nom, mais bon, on a primaire d'accroche. Après, on a un autre produit à mettre. On a deux couches de béton ciré. Après, on a le bouche-port et après, on a le vernis. D'accord. Donc, ça fait quand même un certain nombre de passes à faire, avec des timings à respecter. Oui, de séchage, etc. De séchage, exactement. Et puis nous, en plus, on l'a fait en mois de décembre. Donc, on avait fait exprès d'installer les clims en amont pour pouvoir mettre le chauffage. Oui. Parce que sinon, ça aurait mis beaucoup de temps à sécher, surtout sur du carrelage très froid. Donc, il y a eu les 8 passages à faire. On y était tous les deux avec mon mari. Ok. À genoux. Et ça a duré une dizaine de jours au total. D'accord. Le temps de faire tout sécher. Enfin, vraiment, s'il y a un conseil sur le béton ciré, c'est de bien respecter les temps de séchage. Parce qu'en fait, il y a vraiment une contrainte entre un temps à ne pas dépasser avant de poser la seconde et aussi un temps sous lequel on peut pas passer la seconde couche. Je m'exprime peut-être mal, mais... En fait, par exemple, ils vont vous dire, pour la 2e couche, vous ne devez pas dépasser 4 à 8 heures. Donc, il faut vraiment être hyper dispo. Il faut attendre suffisamment, mais il ne faut pas trop attendre non plus. Voilà, exactement. D'accord. Sinon, ça craque ou c'est trop dur. Ok. Donc voilà, on avait toutes ces petites contraintes, on s'était fait notre petit planning. Il faut pas commencer à 22h, quoi, s'il faut passer 4 heures non, après. Non, mais par contre, vous pouvez finir à 22h. D'accord, oui, ça, oui. ça nous est arrivé. On a fini à la lampe torche, à la lampe fondale. Ah ouais. Et donc voilà, donc le béton ciré se passe bien. Ouais, en fait, vous suivez les instructions. Tout est indiqué sur le kit. Okay. C'est vraiment pas techniquement la partie la plus compliquée du chantier. Physiquement, c'est quand même assez intense parce que c'est le sol et qu'on est à 4 pattes pendant 10 jours. Tu te fais mal aux genoux, quoi. Ouais, mal aux genoux, mal au dos. Il faut poncer, donc on se prend la poussière. Il y a des ponçages entre certaines étapes. Voilà. Donc, après, on le savait, mais ça se passe bien. Ok. Les dernières couches, l'application du béton ciré en lui-même,
Oui, franchement, nous, ça nous a pas semblé insurmontable. Non, mais au contraire, ça doit être plutôt agréable, je pense, quand tu vois la matière qui arrive et la façon de le poser, ça doit assez être sympa. doux. Tu fais ton petit dessin, parce que ça laisse quelques petites traces aussi de l'outil. Et c'est joli. Oui, c'est ça qui est le plus beau. Et puis, c'est très satisfaisant de recouvrir en plus un carrelage immonde. Ah oui. Quand on passe ces couches-là, le lendemain, quand on arrive, c'est beau, c'est frais, ça correspond à ce qu'on avait imaginé assez rapidement. Donc, effectivement, c'est hyper satisfaisant. Est-ce que tu te rappelles la teinte que vous avez prise ? Alors, de souvenir, c'était béton ciré tradi pour la gamme. Et la teinte, c'était BC09. Okay. Pas un nom très glamour. Ouais, mais bon, qui correspond à une couleur sable. C'est assez clair, c'est très joli. Ouais, c'est sable clair, quoi. Ouais. Nous, c'était vraiment l'idée qu'on se faisait de la teinte de béton ciré qu'on voulait ici. On voulait pas quelque chose de trop clair pour l'entretien. Oui, ni trop gris, tu sais. Les bétons cirés, alors moins maintenant, mais jusqu'à il y a quelques années, j'ai l'impression que c'était souvent gris clair. Oui. Et avec un peu que cette teinte-là, d'ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, il y a des teintes, surtout chez Harmonie, il y a plein de teintes différentes. Oui, on peut partir sur n'importe quoi. Mais voilà, nous, on voulait quelque chose d'assez naturel pour rester dans ce ton un petit peu brut. Et donc, les dernières couches de protection, tout ça, tout va bien. Et vous avez eu un petit couac après, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, nous, le béton ciré, on en garde un affreux souvenir, mais pas du tout à cause d'Harmonie Béton. Mais parce que, en fait, on est parti, donc on a terminé, tout était magnifique. Avant les vacances de Noël, on recouvre pour que les maçons puissent venir juste après les vacances pour poursuivre les travaux, donc faire le placo notamment à l'étage, commencer à construire les cloisons. Okay. On ne voulait pas que ça s'abîme et ils devaient passer par le couloir pour aller à l'étage. Donc on a recouvert le sol de couverture de chantier. Et en fait, sur le pot d'Harmonie Béton, il y a marqué « ne pas couvrir ». Mais on s'est dit « pas de souci, nous, c'est hyper sec ». Et vous l'avez vu ? Ah oui, d'accord. Oui. Vous l'avez vu, mais vous êtes dit « c'est bon, c'était pour le séchage, nous, c'est bon ». Oui, on s'est dit « ils font de l'excès de zèle ». Je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Et en fait, quand on est revenu de vacances, donc de la maison Acacia, entre autres, on a découvert que les joints du carrelage ressortaient jaune fluo, donc avec la couleur de la primaire d'accroche d'Harmonie Béton, qui retranspirait en fait à travers le béton ciré. Et donc, on a dû refaire intégralement tout le sol. Donc, c'est pour ça qu'on a finalement 8 mm et pas 4 mm d'épaisseur. Voilà. Oui, en fait, tu voyais la trace des anciens joints du carrelage ? Oui, qui ressortait totalement. Ouais, en jaune. Donc, c'était plus du tout possible. On a dû tout refaire. Quand vous avez ouvert la porte, vous avez dû hurler. Ah oui, c'était le seul gros coup dur en fait du chantier. Moral. Et attends, vous les avez appelés, j'imagine ? Oui, on les a appelés et ils nous ont dit ce qu'on savait déjà en fait. Ouais, vous avez dit tout de suite, fallait pas couvrir. Oui, on s'est dit qu'on avait fait une erreur et que c'était l'erreur qu'il fallait pas faire. Après avoir tout fini. Oui. Donc vous avez refait toutes vos couches ? On a refait toutes les couches. Et alors, attends, tu sais que c'est un super conseil du coup. Donc ne pas couvrir sans béton ciré. Même si on pense que tout est super sec, que ça fait une semaine qu'on a laissé sécher, il y a marqué qu'il faut pas couvrir. On ne couvrait pas. D'accord, bah écoute, peut-être que ça empêchera d'autres personnes de faire l'erreur, donc merci de partager ça. Aujourd'hui, c'est magnifique. Vous avez tout refait, du coup. Bon, vous êtes les pros du béton ciré maintenant. Ah oui. Vous devez avoir le geste parfait. Et le résultat est trop joli. À l'entretien, c'est facile, c'est... Ouais. À partir du moment où, de toute façon, ils nous font mettre le bouche-port et le vernis. Tant que tu mets tout bien, je crois que tout va bien. À partir du moment où c'est mis, nous, après, on a ouvert la semaine dernière, mais on a fait quand même la suite du chantier avec, du coup, le béton ciré non couvert, parce qu'on n'a pas recouvert derrière. Ça s'est pas abîmé. Et on avait trop peur, parce que il suffisait qu'il y ait des vis, qu'il y ait griffes, et franchement, pas d'éclat. Rien du tout. Trop bien. Donc, je pense que ça peut tenir très longtemps. Trop bien. Si on parle du parquet, du coup, en haut. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres sols ? Alors, dans les salles de bain ? Dans les salles de bain, c'est carrelage, à l'étage. À l'étage. Parce que, du coup, on ne voulait pas laisser le parquet dans les salles de bain, vu que c'était le parquet d'époque, il n'était pas du tout suffisamment traité pour être dans les salles de bain. Oui, puis c'est vrai que c'est un peu l'usage fréquent dans une maison d'hôte. Donc Voilà, donc on a choisi de carreler juste dans les salles de bain, et sinon, le reste, en fait, c'était un joli parquet, le parquet d'origine. Il est très joli, il a des lames assez larges. Oui, voilà, c'est
c'est du pin, parce qu'ici, on a plein de forêts de pin. Donc, c'est un parquet qui avait été recouvert avec la moquette auparavant. Donc, en fait, il était relativement en bon état. Il nous a juste fallu le poncer, quand même pas mal, parce qu'il y avait eu le chantier dessus. Donc voilà, tout ce qui était enduit, c'était bien incrusté dans les rainures. Donc on a beaucoup poncé. Est-ce que vous l'avez lavé avant ou ponçage directement ? On a juste aspiré avant, retiré tout ce qu'on pouvait retirer, et après on a poncé. Et on avait loué une machine qui était censée être géniale. Je sens qu'on a la même histoire. Et pas du tout, en fait. On a fini avec une ponceuse manuelle à genoux. C'est ça. Donc on a refait une session à genoux. En fait, ces machines sont merveilleuses si tu as un parquet bien droit. Voilà, mais en fait, nous... Et plutôt avec des petites lames, je pense. Pas du tout. Le parquet avait plutôt les lames étaient plutôt incurvées, parce qu'elles sont vieilles. C'est ça, bien sûr. Et je pense que c'est... Mais je dis ça, moi, chez moi. Ah si, les lames sont larges aussi. Et je pense que tu vois, typiquement dans un appartement parisien de type haussmannien, tu vois, avec les parquets à lames pas très larges. Oui. Ça marche très bien, si elles sont bien droites et pas trop abîmées. Mais sur un parc large, je pense que c'est compliqué. Oui, moi, c'est pareil. Ça ponçait seulement les bords des planches, en fait. Ça te fait 30% de ton parquet, quoi. Donc, on a vite lâché l'affaire et on s'est mis à genoux et on a utilisé nos ponceuses, nos petites ponceuses. Ouais. Et c'est long. Ouais, c'est long. Mais c'est beau. Mais c'est pareil, c'est hyper gratifiant. Je trouve aussi. On voit tout de suite le résultat et en fait, surtout quand on a fait un chantier et qu'on a laissé... Nous, le parquet, on l'avait très peu protégé parce qu'on savait qu'on allait bien le poncer derrière. Et du coup, il était très gris. Oui. Et là, on voyait donc là, quand tu passes de teinte dégueulasse à trop beau. Oui, voilà. En fait, ça fait tellement du bien. Et puis, c'était la dernière touche puisque les murs étaient blancs. On avait choisi aussi à l'étage de peindre les murs avant le ponçage. Alors ça, t'allais vraiment les deux écoles. Ouais, je sais. En fait, ça génère beaucoup de poussière. Mais bon... Vous avez dû nettoyer les murs après ou pas ? On a aspiré les murs. Ok. Ouais, avec un aspirateur brosse. Ouais. Ok. Mais moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup moins de travail, surtout avec des parquets anciens, que de rattraper la peinture qui se glisse dans les petites rainures à la fin et c'est jamais nickel. Voilà, on a choisi dans l'autre sens. Ouais, c'est dur, hein. Même, je sais toujours pas, moi, tu vois, j'entends des deux et je sais toujours pas quelle est la meilleure solution. Peindre avant ou poncer son parquet avant, je sais pas. Et protéger le parquet ensuite ou aspirer les murs, je sais pas. Je sais pas trop. Mais toi, tes murs sont nickel, tes peintures sont nickel en tout cas. Oui, bon. On a essayé. Et vous l'avez vitrifié ou huilé ? On l'a vitrifié. Ok. Comme c'est un lieu qui a beaucoup de passages et qui n'est pas notre maison, on a choisi de vitrifier pour que ce soit périn. Carrément, plus simple. Oui. Eh bien super. Et au niveau du carrelage, c'est les artisans qui l'ont posé du coup au sol ? Et oui, et au mur. Ok. Ouais. Et carrelage sur parquet, ils t'ont pas embêté parce que tu sais, parfois ils sont pas très chauds. Non, alors nous on avait choisi quand même de faire un ragréage. Oui, on a fait un petit ragréage léger, juste histoire que ce soit bien lisse, parce que comme le parquet justement était d'époque, il avait quand même pas mal d'imperfections et d'irrégularités et ça aurait craqué, je pense. Surtout qu'on a mis des grandes dalles de carrelage à l'étage. C'est des grands carreaux qui faisaient 60 par 120, je crois. Et donc en fait... il suffisait d'un choc, ça aurait sonné creux à certains endroits, je pense. Ok, super. Et maintenant, vous avez que des beaux sols, un mix de neuf et l'ancien, du coup. Ouais, c'est ce qu'on aime. Est-ce que tu as des bonnes adresses à partager avec nous ? Ça, c'est le moment que j'aime bien dans les épisodes aussi, c'est quand on partage toutes les bonnes adresses qu'on a pu accumuler pendant ces travaux. Alors toi, en plus, tu as 2 projets, donc tu dois en avoir pas mal. Ça peut être des artisans, ça peut être aussi des marques, tu vois, des fournisseurs de matériaux, même de mobilier, de déco. C'est quoi tes adresses chouchou ? Alors, sur les artisans, du coup. Parce que déjà, du coup, tu as eu du bon et du pas bon. Voilà, on n'en a pas une liste gigantesque, donc c'est assez facile. On a notre plombier, donc c'est... pour ceux qui sont à proximité, c'est Mathieu Prévosto. Ok. Donc c'est un jeune plombier qui s'est mis à son compte à peu près quand nous on s'est lancé au Château Réal. D'accord. Et du coup un passionné qui a été très bien formé. Donc nous on recommande à les yeux fermés. Il est dans le Médoc ou il est Oui, il est dans le Médoc. Il est juste à côté de chez nous et voilà, je pense qu'il travaille à 40 km autour de chez lui. Donc. Ok. Donc c'était notre première perle.
Et puis la seconde, c'est Cédric Gomis, donc c'était notre maçon avec son équipe qui lui nous a fait donc le ravalement, le placo et le carrelage. Ouais, donc ils font aussi de la rénovation intérieure. Ouais, voilà. Après, je pense que c'est vraiment les 3 corps de métier qu'ils font, mais oui. Mais voilà, on peut y aller les yeux fermés aussi. Tout le monde nous a dit que le ravalement était très bien fait, donc je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Oui. C'était pas juste un coup de chance. Un coup de chance, voilà. Et puis même les finitions à l'intérieur sont très jolies, surtout les carrelages, etc. Et ensuite, sur les marques avec qui on travaille, donc nous en fait on est quand même en campagne, oui. Donc on a peu de magasins hyper déco. De showroom. Voilà, pas du tout. Donc, venant de Paris, on avait déjà des marques qu'on aimait beaucoup à Paris et maintenant on fait venir. Donc, c'était déjà le cas au Château Réal. On n'avait rien acheté à proximité malheureusement. Et donc, pour par exemple les luminaires, on passe par Nedgis. Ah, j'adore Nedgis. On adore. Ouais. Alors, il y a vraiment de tout au niveau budget, mais vraiment, ça a été... c'est sûr. Mais il y a tout, c'est génial, tout est beau. Ouais. Il y a un code promo sur Nedgis en ce moment. Si jamais t'as d'autres mots. Maintenant, t'as fini, mais... Ouais, je pense que ça va. J'ai fait des gros paniers, ça va aller. Ouais. Mais oui... On a un code promo avec le podcast sur Nedgis en ce moment. Pour info, pour les autres qui n'ont pas encore acheté les luminaires. Bah voilà, ça c'est une super plateforme. Après, pour les papiers peints, on passe par Au Fil des Couleurs. Ah oui, pareil, des milliers de références et pour tous les budgets. Tu as des très jolis papiers peints. Ce sont même des... Parfois, ça fait presque tissu. Enfin, oui. Alors, il y en a qui sont presque des tissus, il y en a qui sont des imitations tissus, mais tout est hyper joli. Le rendu est trop joli. Dans tous les appartements, il y en a presque. Là, oui. Là, ouais. Nous, on a pris... en fait, dans les alcôves, il y a quasiment du papier peint. C'est ça. Fois. Il y a une alcôve dans chaque appartement. Oui. Voilà. En face de la table avec la banquette. Voilà, exactement. Et puis après, il y en a dans les arches. Sur les têtes de lit aussi. Ouais. Tout vient d'Au Fil des Couleurs. Alors, on a Au Fil des Couleurs et Le Roi Merlin, mais globalement, la grosse majorité vient d'Au Fil des Couleurs parce qu'on voulait des papiers peints aux fibres naturelles. Oui, et donc il y a le fameux Sisal d'Elitis. Voilà, exactement. Trop beau, que j'adore, dont je rêve. Ouais, il est trop beau. Et moi, je m'achète pas beaucoup de chaussures, mais j'adore le papier peint et les luminaires. Donc chacun ses plaisirs. Voilà. Je suis un peu pareil. Ah, les chaussures, j'aime bien aussi. Oui, moi aussi. Mais je préfère un beau papier peint. Voilà, là, ces derniers temps, j'en ai eu moins besoin que des papiers peints et des luminaires. Des belles chaussures de chantier. Et le Roi Merlin, c'est celui qui est dans les teintes un peu vert. Oui, alors qui est derrière moi là ou pas? Non, c'est pas celui-ci, mais il a un peu un aspect similaire, tressé. Un aspect un peu tissu chiné, tu vois. Oui, voilà. Mais là, c'était plus pour des questions pratiques et budgétaires. On l'a mis en tête de lit, donc ça allait être pas mal touché. Oui. Frotter, quelque chose de résistant. T'as les oreillers et tout ça, oui. Voilà. Et... un tissu se serait abîmé. Voilà, on préférait quelque chose d'un peu moins cher pour les têtes de lit, pour pas que ça s'abîme et puis pour respecter le budget qu'on s'était fixé aussi initialement. Et puis dans les autres marques, on a le carrelage. On est passé beaucoup par Comptoir du Céram, qui a pas 1000 références, mais en tout cas c'est toujours super quali. Et notamment, on a une salle de bain qu'on adore, qui a une fresque en carrelage. Je ne sais pas si tu as vu. Je l'ai vue sur les photos. Mais attends, je ne l'ai pas vue en vrai tout à l'heure. Elle est juste derrière toi. Mais je ne suis pas allée au fond de la douche. J'ai trop envie d'aller la voir parce qu'elle est... je l'ai vue en photo, elle est sublime. Ouais, c'était le coup de cœur qui nous a fait découvrir la plateforme. Et après, on en a pris d'autres chez eux. Mais vraiment, celui-ci, on voulait une fresque en carrelage qui rappelle un peu ce qu'on peut voir en Provence. Ça existe pas mal en Provence. Et voilà, ils ont des super produits. Attends, mais pardon, faut que j'aille la voir. Tu peux en parler pendant ce temps. C'est un peu tropical, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est tropical. Après, c'est mon petit coup de cœur pour ces maisons parfois un peu cubaines aussi qu'on peut avoir en inspiration. C'est un peu Amérique latine. Ouais. On avait pas mal d'inspiration comme ça au Château Réal et c'est vrai que c'est un style architectural que j'aime beaucoup. C'est hyper beau. Donc ça, c'est Comptoir du Céram. Comptoir du Céram. Et quasiment tout, sinon Non, on a Normandique Céramique. Normandie Céramique, c'est trop beau. Voilà.
Bon, là, c'est un budget un peu plus élevé. Ouais, mais c'est tellement beau ce qu'ils ont. Ouais, on en a de chez eux. Et après, on doit voir du Leroy Merlin aussi, je crois. Là, la tête de lit dans la même chambre, du coup, on dirait un peu du beige mat. C'est du beige mat. Ok. C'est du vrai beige mat? C'est du vrai beige mat. Ça vient de Mogador à Bordeaux. Ah, super adresse, ça. Ouais. Ben, c'est très joli. Ouais, ça c'était posé par nos petites mains. Ah ouais, d'accord. C'est une trop bonne idée, la tête de lit en beige mat comme ça. Ouais, mais en fait, on avait vu Olivia Thébault habite à côté de chez nous. Donc, ah, ben oui, elle est dans le Médoc, je sais pas où elle est, mais elle est dans le Médoc. Oui, un peu plus au nord. Et elle avait fait une banquette chez elle avec du beige mat. Et j'ai piqué la ref. Elle avait pris au Mogador et c'est pas très loin de chez nous et on avait trouvé ça vraiment original et en même temps assez chaleureux comme matériau. Ouais, et puis ça change. Ouais, ça change et ça correspondait bien au lieu aussi, donc voilà. Mogador, ils sont place Saint-Michel à Bordeaux. Alors après, nous on a beaucoup chiné pour la déco. Et puis, on a essayé de consommer au maximum local quand même si on faisait venir des choses pour compenser ce qu'on faisait venir de loin. Et du coup, par exemple, on a pris des braseros pour nos clients qui viennent des Charentes-Maritimes, donc juste de l'autre côté de l'estuaire, et la marque s'appelle Oyat. D'accord. Donc, ils font des braseros made in France. Ah, génial. Ouais, on essaye quand même globalement de faire au maximum pour travailler avec les locaux, même si c'est pas toujours évident quand on veut quelque chose en particulier, mais par exemple les fleurs séchées qui sont dans le hall, c'est trop joli. Elles sont suspendues, elles ont été faites par une fleuriste à côté de chez nous également. Les banquettes et les petits rideaux de cuisine, ça a été fait par une tapissière qui est à 10 km de chez nous. D'accord. Voilà, on a essayé quand même de faire travailler les gens en local. C'est trop bien. Écoute, c'est super et tu peux pas le faire pour tout. Non. Mais tu sais, c'est déjà hyper bien de regarder d'où ça vient en fait. Oui. Et de se dire, ça vient pas d'à côté. Et d'en être conscient, tu vois. Oui, voilà, on essaie de faire ça dans une démarche un peu intelligente, mais c'est vrai que par exemple le carrelage, ça, soit on paye à des prix très très élevés, soit globalement c'est plutôt fait en Espagne ou au Portugal. Bah oui. Voilà. On essaie d'y réfléchir en tout cas. Mais cette idée du plafond fleuri, j'adore. Donc c'est des fleurs pas seulement séchées, elles sont stabilisées, tu me disais? Oui, voilà, elles sont stabilisées et on s'inspire beaucoup on fait beaucoup de veille sur les établissements hôteliers de petite envergure et plus ou moins grande envergure, et on adore les domaines de Fontenil. Ouais. Tout est trop beau. Voilà, tout est trop beau. Tous leurs lieux sont magnifiques. Voilà, moi je les aime d'amour. Et tu as vu ça chez... Et ils ont le domaine de Primard, qui est un très beau château, et ils avaient fait ça dans le hall. D'accord. Enfin, ils ont fait pas exactement la même chose, mais ils ont suspendu des fleurs. Et je trouvais l'idée vraiment très poétique. Et nous, on avait, en fait, comme c'était une ancienne boucherie, on avait des crochets qui suspendaient la viande, je pense, ou le saucisson. Ah. Et on s'était dit quand même, tous ces crochets... crochets à saucisson, on va mettre des bouquets de fleurs. Ben voilà, ça sera un peu plus poétique que du saucisson, et ça permet d'utiliser ce qu'il y avait et de réutiliser l'histoire du lieu aussi. Donc voilà, pour la petite anecdote. C'est trop rigolo. Et en plus, je trouve ça génial parce que ça fait un accueil olfactif aussi. Quand tu arrives, vraiment, tu as cette bonne odeur, tu as l'impression qu'il y a une bougie. C'est encore mieux parce que c'est l'odeur des fleurs, quoi. C'est génial. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Ah ouais. On est tout de suite en vacances. Et merci pour toutes ces bonnes adresses. Combien de temps ont duré les travaux? Donc 2 ans au final, un petit peu moins. Vous avez fini en avril. Moins. Voilà, enfin on a fini, on n'a pas encore tout à fait fini. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Non, en fait on a fini, mais il y a toujours des choses à faire. Évidemment. Et donc on a ouvert officiellement la semaine dernière, donc voilà, on a mis quasiment 2 ans. C'était quoi le plus gros challenge de cette rénovation pour toi? Et est-ce que tu penses que vous l'avez relevé? Alors, le plus gros challenge, c'était de faire une adresse complémentaire du Château Réal. Pas un copier-coller et pas quelque chose de moins beau, fallait garder cette constance en termes d'esthétique. Et je pense, à la vue des retours qu'on a eus, et même nous, on est très satisfaits du résultat. On a réussi à avoir un lieu comme on le voulait, maison de vacances,
très détente, en fait, très zen. Oui. Là où le château réel était plus la maison bourgeoise. Voilà, c'est un autre standing et c'est une autre offre. Et c'est vraiment, d'un point de vue pro, pour nous, ce qui importait, c'était d'avoir une adresse complémentaire. Donc c'est Notre réussi approche. parce que vous avez vraiment ces deux lieux qui sont différents Voilà. selon les préférences. Et puis on s'est amusé de la même, esthétiquement on s'est amusé tout autant et c'est quand même ça qui est important quand on est à son compte aussi, c'est de faire des choses qui nous font prendre du vibrer plaisir et de à prendre faire du les plaisir. choses, Donc voilà, maintenant on est totalement satisfait. Je pense que le résultat était tel qu'on l'avait imaginé. Et puis, vous avez réussi cet objectif aussi quelque part que vous vous étiez donné, de ne pas faire ce projet avec n'importe qui, entre guillemets. En tout cas, de rénover avec les bonnes personnes. Oui, on a pris aussi énormément de plaisir à travailler avec les personnes avec qui on a travaillé. Ça a été toujours comme on le voulait, dans une super ambiance, en faisant exactement ce qu'on aimait et ce qu'on avait envie de faire sans renier sur nos exigences. Et ça a été... c'est vraiment effectivement le deuxième objectif qu'on a rempli sur ce chantier, c'est de tenir ça et de pas finir sur les rotules ou un peu frustré de pas avoir mené un projet avec autant de plaisir qu'on l'avait imaginé à la base, parce qu'à la base les projets c'est fait pour reprendre quand même du plaisir. Et aussi, troisième challenge relevé, je pense. Enfin, il commence tout juste à revivre cet endroit, mais tu me disais au début que vous adoriez en fait faire des projets qui permettaient de faire revivre du patrimoine un peu oublié. C'est vrai. En fait, là, c'est vrai que ce bâtiment, il était en plein cœur du village. Il est en face de la mairie. Et quand on était sur la place de cette mairie, c'était très triste de voir ce bâtiment abandonné, oui, qui était pas beau. Et ça permet de faire vivre ces petits villages et faire vivre le patrimoine. Et de les faire découvrir. Et voilà. Nous, on n'est pas trop partisans de l'acquisition dans le neuf parce qu'on a une conscience environnementale peut-être, mais on trouve qu'il y a déjà beaucoup de bâtiments qui ne sont pas forcément habités et surtout dans les petits villages aujourd'hui. Donc ça, c'était important pour nous. Et là, en plein cœur du village, c'est sûr que c'est gratifiant. Ça a été quoi ton étape préférée des travaux et le pire moment? Alors, le pire moment, c'était le béton ciré. Quand on a découvert ces choses qui ressortaient. T'as pas redonné harmonie dans les bonnes adresses, mais c'est une bonne adresse. Oui, c'est une bonne adresse. Okay. C'est une très, très bonne adresse. Et après, le meilleur, je pense que c'est difficile de choisir parce que franchement, il y en a eu plusieurs. Il y a eu le moment où on est propriétaire, où on se relance dans le projet parce que c'est très excitant. Et puis, je pense qu'il y a eu la fin, quand il y a les ménages qui sont faits et qu'on voit que ça y est, ça va vraiment être comme on l'avait imaginé. Moi, quand ça sort de mon esprit, ça me fait tellement du bien. Donc là, il y a ces deux phases-là, le début et la fin, quoi, parce que il y a à la fois... l'excitation du début. Ouais, l'excitation du début et puis la satisfaction à la fin. Ouais. On a les yeux qui brillent. Donc, ces deux moments-là. Qu'est-ce que vous avez le mieux réussi selon toi? La meilleure idée que vous ayez eue et qui a été bien mise en œuvre? Je pense que c'est... je pense que c'est le plafond de fleurs séchées. Parce que c'est la petite touche d'originalité du lieu. C'est vraiment ce qui apporte une âme. Parce que des alcôves, il y en a déjà dans plein d'endroits. Le béton ciré aussi... après, c'est un mix de tout, mais vraiment, ce plafond de fleurs séchées, je trouve qu'il est très bien réussi. Et les teintes sont à la fois vives et en même temps douces. Et ça apporte vraiment l'âme au lieu tel qu'on l'avait imaginé. Donc, je dirais que c'est plutôt ça. Je suis en train de me dire, je pourrais le faire dans mon entrée. Mon mec serait pas trop fan, je crois. Et il y a d'autres plafonds assez originaux aussi. Oui, en fait, ce qu'on avait envie, c'était vraiment d'avoir... Donc je reviens souvent avec ce mot-là, mais de maisons de vacances et de faire des choses que justement on ne ferait pas chez soi. Qu'on aime bien chez les autres et qu'on aimerait bien en vacances, mais qu'on ne va pas mettre chez soi. Et donc, il y a ce plafond en canis dans l'appartement dans lequel on est. Au-dessus de nos têtes. Oui. C'est trop joli. Et en fait, ça, c'est vraiment très simple. C'est rien du tout. C'est c'est des rouleaux que tu... Oui, alors en fait, on avait fait... on a décidé d'isoler phoniquement les appartements parce que
il y avait juste plancher qui séparait les étages. Et donc ceux du rez-de-chaussée sont isolés au plafond. Voilà, et on entendait tout ce qui se passait auparavant. Donc on a isolé pour le confort des voyageurs et on a, pour des raisons budgétaires, mis de l'OSB plutôt que du placo entre l'isolation et la pièce de vie. Et donc l'OSB en soi, c'est bien, mais ça ne faisait pas fini. Et donc on a décidé de mettre cette canisse au-dessus. C'est très sympa. Qu'on a juste agrafé avec une agrafeuse murale. Et voilà, des rouleaux. Et c'est... Bon, faut être 2, mais en soi, ça prend 2 heures. Ok. Et puis ça coûte rien. Ça coûte rien. Pas grand-chose. Oui. Et en entretien, c'est rien. Et l'effet maison de vacances du Sud est tout de suite assez fort. En plus, c'est quelque chose qu'on voit souvent plutôt sur les terrasses. Oui, mais en fait, qu'on voit aussi sur les paillotes, les plages privées, ou ce genre de choses. Donc tout de suite, ça nous transporte à ces références-là. C'est vrai. Et alors, il y a un autre appartement, est-ce que c'est à côté ou à l'étage, où on voit l'OSB? Oui. Mais entre les poutres. C'est ça. Oui, alors là, il y avait c'est assez sympa. Oui, il y avait des poutres très profondes. Et à la base, on n'avait pas prévu de faire ça. C'est au rez-de-chaussée à côté, c'est ça? Oui, au rez-de-chaussée à côté. On avait prévu de le peindre. Et en fait, voyant le résultat, on s'est dit, non, mais en fait, c'est très chaleureux comme ça. Ça va faire trop blanc si on le peint également. Et on a décidé de le laisser comme ça. Et oui, effectivement, ça apporte sa petite touche en plus. Ouais, c'est original. On n'a pas parlé de la jolie charpente que vous avez à l'étage. Oui. Que vous avez... vous avez ouvert, en fait, les plafonds. On avait des combles qui étaient assez élevés. Assez grands, oui. Parce qu'à l'étage, les 2 pièces, les 2 appartements ont des petites mezzanines. Voilà. À l'étage, on a fait des couchages pour 2 personnes en mezzanine, pour avoir des appartements pour 4, justement, dans l'objectif dont je parlais auparavant, d'accueillir éventuellement des familles. Soit des enfants. Et donc, initialement, il y avait cette charpente qui était visiblement très jolie, mais moi, je n'étais pas au courant. Il y avait que mon mari qui était monté dans les combles. Et qui l'avait vue. Voilà, il me tannait, justement pour faire l'électricité, il était passé dedans et il me disait qu'elle était très belle et qu'il fallait ouvrir. Et moi, je tenais le budget et je disais, non, mais là, si on ouvre, il faut refaire le plafond, l'isolation, poncer les poutres. Voilà, ça rajoutait beaucoup de postes. Et qu'on n'allait pas faire nous-mêmes parce que, pour le coup, le placo entre les poutres, vu que c'est une charpente en étoile, c'était très complexe. Ouais. Et donc, je tenais. Et lui aussi a tenu. Et pour une fois, on n'était pas d'accord. C'était un des points. Et puis, voilà, on a fini par argumenter chacun de leur côté. Et j'ai lâché. Et je suis vraiment très contente du résultat parce que la charpente est très belle. Ça nous permet d'avoir plus de couchage. Et ça permet d'agrandir les volumes. Est-ce qu'il y a des choses que vous referiez différemment? Peut-être le planning, parce que voilà, si on pas d'opération d'épaule. Voilà. Si on avait su, peut-être qu'on aurait fait un planning autrement. Et encore, je pense qu'il y a toujours des aléas. Ça aurait été autre chose. Que ce soit avec les artisans ou avec nous-mêmes, il peut y avoir toujours des aléas privés. Et donc, je suis pas sûre qu'on aurait pu y faire grand-chose. Mais non, réfléchir, franchement, ça s'est très bien passé. Est-ce que, ici, tu te sens un peu chez toi, quelque part? Alors, chez toi, c'est le château. Ouais. C'est l'autre maison. Vous avez rénové, donc tu dois t'y sentir vraiment chez toi, j'imagine. Oui, parce que vous avez tout refait aussi. Bien sûr. Même s'il y a d'autres gens aussi, plus, mais vous avez quand même votre partie privative. Oui, puis en fait, on est tellement habitués qu'on fait vraiment abstraction. D'accord. Même nos enfants, pour eux, c'est totalement normal d'avoir du monde différent tous les jours. À la table du petit-déj. Alors, on a vraiment un espace privatif pour le coup. Pour la cuisine et tout. Oui. Mais est-ce que ici, quand tu arrives, tu vois, tu as aussi un peu ce sentiment, tu sais, quand tu pousses la porte, tu te dis, je suis chez moi. Ou pas du tout. C'est trop tôt aussi, peut-être? Non, mais je pense que je l'aurais pas. Mais je m'y sens très, très bien. Parce que je trouve que c'est presque comme si je partais en vacances quelque part, en fait, quand je viens là. Ouais, j'y resterais bien pour me détendre. Je trouve que l'ambiance Vous pourriez vous l'auto-louer pour un week-end. Oui, pourquoi pas. Alors, je pense qu'on aurait du mal à ne rien faire, mais... c'est clair. Mais... non, je m'y sens vraiment bien et j'ai envie de m'y reposer. Mais c'est pas du tout chez moi. Ouais. C'est vraiment... Enfin, ça reste quand même notre outil de travail. Ouais, et puis c'est à 5 minutes de chez toi en plus, donc c'est trop bizarre. Oui, voilà, mais non, j'y pose... je m'installe pas comme si c'était dans mon salon. Par contre, c'est un endroit où tu as envie de te détendre. Ah oui.
totalement. Et c'est bien, ça parce fait que cet effet-là à tout le monde. Ouais. Je comprends, mais ça pourrait être un endroit où tu arrives et où c'est... tu vois, c'est quand même du boulot. C'est le boulot ici pour toi. Ça pourrait être du stress quand t'arrives. Non, quand t'arrives, ça te détend, quoi. Oui, c'est vrai. Quand j'arrive, ça me détend. Il y a une ambiance particulière. En fait, il y a cette piscine qui est entourée d'un mur. Ça fait un peu comme dans les Pouilles. Nous, on était dans les Pouilles. Il y a souvent ces cours bordés de murs et avec... du blanc. Voilà, du blanc. Et la piscine au centre, il y en a une. Donc, ça me fait un peu penser à ça. Et du coup, il y a un petit dépaysement qui se fait quand on arrive. Et puis, c'est très calme. Ouais. Et c'est le plus important. Ouais. Et si ça marche sur toi, qui a tellement bossé ici, j'imagine que ça marche sur tout le monde. J'espère. Sur la question du budget, tu m'as dit que vous étiez fixé 200 000 au début pour les travaux. Est-ce que aujourd'hui, on en est où? Est-ce que vous avez tenu ce budget-là? Oui, on a tenu le budget. Ouais. Même en rajoutant une année de travaux? Oui, alors la seule différence, c'est que du coup, ça s'est pas passé en termes de montage. Oui. Ouais. On avait bien estimé, enfin voilà, vraiment 200 000 €, c'est à peu près ce qu'on a dépensé. Ok, super. Mais comme on avait prévu d'ouvrir le rez-de-chaussée pour financer la suite du chantier, du coup, on a fait un petit prêt en plus pour financer l'étage, les travaux de l'étage. Est-ce que quand tu empruntes à la banque pour un... Enfin, je sais que c'est compliqué les sujets maison d'hôte avec les banques pour les emprunts. Que souvent ils prennent pas en compte les business plans pour quand on veut ouvrir un projet comme ça. Est-ce que quand tu es déjà ouvert et que tu montres que tu as des revenus, ils sont plus à l'écoute sur ça? Nous, en fait, on a fait un montage avec nous en tant que particulier. D'accord. On a fait une SCI dans laquelle on a intégré le Château Réal, la société. Et comme il y avait 3 bilans, en fait, c'est le Château Réal qui a tout fait. D'accord. Qui a laissé les bilans qui étaient bons, qui ont fait que la banque a dit OK. Et puis c'était notre banque pro et donc, du coup, il y avait une confiance. C'est parce que vous aviez 3 bilans? Ouais, je pense que c'est parce que c'était des bons bilans parce que voilà, pour des raisons de reconversion professionnelle, en fait, on n'avait pas forcément besoin de se rémunérer au début. Et donc les bilans étaient très bons et c'était le moment en fait. Donc emprunter pour ouvrir un projet, c'est compliqué. Oui, nous on a eu ça avec le Château Réal, c'était très compliqué. D'accord. Et du coup, on n'a pas fait un emprunt pro, on a fait un emprunt comme si c'était notre maison. D'accord. Ce qui était aussi le cas. Oui, ce qui était aussi le cas, mais à la base, on partait pas comme ça. Ouais. On avait fait un super business plan, etc. Ouais, mais je crois qu'ils regardent pas les business plans. Non, ça s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. Et donc là, par contre, comme on avait nos 3 bilans, il n'y avait pas de souci. C'est différent, ok. Je pense que ça va peut-être un peu changer parce que les maisons d'hôtes se développent quand même beaucoup, j'ai l'impression. Ça se professionnalise. Voilà, donc je pense que peut-être que les emprunts auprès des banques vont un peu changer à ce niveau-là, je sais pas. Mais je sais pas, en tout cas, je pense que c'est plus considéré aujourd'hui, comme ça va être considéré comme une petite hôtellerie plutôt que comme un loisir. Que comme quelque chose qu'on fait à la retraite et pour arrondir les fins de mois. Exactement. Quel regard tu portes sur cette nouvelle expérience de rénovation, là, une semaine après la fin? Ouais. Je me dis que là, on va se laisser un petit stand-by. Ouais. C'était chouette, mais qui a quand même... c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme on le disait. Et que, voilà, il y a un temps pour tout. Nous, on a 2 petits. Et je dis ça là, mais ça se trouve dans 6 mois, je suis en train d'un autre projet, donc il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Mais non, dans l'idée, on est content d'avoir mené tout ce qu'on a mené et on verra. Il y en aura, c'est sûr, il y en aura à l'avenir parce qu'on adore ça. Mais faut pas faire que ça aussi. Ouais. Et puis faut savoir aussi se reposer. Oui, voilà, et puis profiter de ses proches. Et donc voilà, là on est très contents, on est très satisfaits. Le projet, je pense qu'on va essayer de voir aussi comment il vit, parce que là on n'a eu qu'une seule réservation la semaine dernière. Vous avez beaucoup de réservations pour les prochaines semaines? Franchement, ça commence bien. Commence bien. On s'attendait pas à ça, mais on a regardé les chiffres hier, on était assez hallucinés. Donc on est contents. Bien. Génial. Qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier? On a appris à s'écouter un peu plus, on va dire. On a appris à se connaître un peu plus, encore. Parce qu'avec le premier chantier au Château Réal, on avait appris à se professionnaliser, à vraiment s'y connaître et à renforcer nos connaissances. Et là, on a plus appris à connaître nos limites.
et se dire que y a aussi un moment où on peut pas tout faire seul. et voilà. Et donc, faut juste trouver un bon équilibre entre les deux. Est-ce que tu peux me donner un mot pour décrire la maison au moment où vous l'avez achetée, et après tu me donneras un mot pour la décrire maintenant. Ok. Alors, je dirais que auparavant, je dirais que c'était presque une ruine parce que en soi, elle prenait pas l'eau, mais les rénovations passées l'avaient gâchée. Donc on l'a juste révélé. Oui. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un petit paradis. On s'y sent super bien et je pense que les personnes qui l'avaient connue avant, et il y en avait plein, parce qu'il y a eu plein de personnes qui nous ont dit qu'ils avaient dû venir ici, hallucinent. On a fait un petit cocktail d'inauguration avec les locaux il y a 2 semaines et tout le monde tombait de sa chaise. C'est assez drôle à voir parce que on peut pas imaginer ce qu'il y avait avant quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui. Écoute, on le voit sur les avant-après qu'on va partager sur le site du podcast. C'est vrai que c'est assez fou. Quel conseil tu voudrais partager avec tous les gens là qui t'écoutent, qui sont en plein travaux ou qui vont se lancer dans des travaux? Tu vois, s'il y avait un conseil que tu aurais bien aimé avoir, toi. Alors, je pense que c'est assez bateau, mais c'est d'essayer de se lancer avec des artisans recommandés, vraiment. Enfin, pas chercher sur Google. Même les avis. Même si on peut aussi bien tomber. Oui, il faut de la chance. Ouais. Mais quand on fait une grosse réno, soit il faut vraiment s'y connaître et comme ça, on a un œil averti sur les premiers rendez-vous avec les artisans et on voit s'ils sont sérieux ou pas. Globalement, on le sent un petit peu quand même, maintenant, nous. Mais si on est au tout début d'une phase de travaux et qu'on n'en a jamais fait auparavant, il faut vraiment trouver quelqu'un qui puisse vous recommander, que ce soit le maire de votre commune, la personne qui vous a vendu le bien. Oui, même si on ne connaît personne. Et si les informations se croisent, alors là, ça sent bon. Ça sent meilleur. Est-ce que tu as un compte Instagram que tu recommandes de suivre, que tu aimes bien, toi, qui parlerait de travaux, de réno, de chantier, quoi? Alors, moi, je suis plein de comptes, mais beaucoup. Alors, pas forcément que de la réno, mais en réno, je dirais Studio Castille à Paris. C'est une archi. C'est une archi, ouais. Ils font beaucoup de rénovations, forcément que de l'ancien parce que c'est à Paris, principalement. Donc, nous, ça nous inspire pas mal parce que ça correspond à ce qu'on aime. Et ils utilisent des matériaux, pareil, assez locaux. Ils essayent de réfléchir pour les peintures, à pas prendre des peintures avec des produits nocifs, ce genre de choses. Donc, elles sont assez inspirantes. Et puis, après, nous, on s'inspire beaucoup de rénovation d'hôtels, en fait. Donc, comme je disais, Domaine de Fontenay, là, ils ouvrent, j'ai l'impression, une adresse par mois, c'est fou. Ouais. Et ils sont assez agaçants. Mais, c'est vrai que c'est un joli compte à suivre, le Domaine de Fontenay. Quand on fait de la réno, ils ont toujours des endroits incroyables et c'est très inspirant. Même si tu prévois pas de faire des travaux, ça donne plein d'idées pour partir en vacances dans des très beaux endroits. Ouais, tout à fait. Enfin, en tout cas, pour rêver, c'est pas mal. Bon, super. J'ai 10 petites questions rapides pour toi, pour terminer. L'idée, c'est de répondre un peu du tac au tac. Ok. Maison ou appartement? Maison. Alors, maintenant. On peut dire maison ou château, sinon. Ouais, non, maison maintenant. Je pense qu'on aurait plus de mal. Alors, maison. Pour l'espace. On a besoin d'espace maintenant. Oui, toi, t'as vécu aussi l'appartement et... Bon, dans le Médoc en même temps. Oui. Il y a tellement de place. Oui. C'est dommage de pas avoir une grande maison. C'est des grands espaces et puis on a besoin d'espace. Mon mari fait 2 mètres maison. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait attention tout à l'heure quand je l'ai vu. Archi ou maître d'œuvre? Si tu devais en prendre un des deux. Archi. Pourquoi? Pour la dose design, l'œil design. Faire ou faire soi-même? Telle est la question de cet épisode. Moi, maintenant, je fais moi-même plus. Mais c'est agréable aussi de faire. Voilà. Je pense que pour prochain chantier, maintenant qu'on a plein d'artisans sous le coude, ça sera, ça sera plutôt faire. Ah oui? Ouais. Même si on se gardera toujours des petits trucs, forcément. Les plans. Mais vous ferez plus 80% artisan, 20% vous, tu crois? Ah ouais? Ouais.
Donc l'inverse de ce que vous avez fait là. Oui, l'inverse, parce que maintenant, on a le carnet d'adresses et qu'on a... Vous avez donné aussi. Voilà, on a donné pour la patrie. Donc voilà. Exactement. Et puis le budget aussi, parce que voilà, quand on a fait ses premiers chantiers, forcément, le budget est très, très serré. Et puis petit à petit, on essaye d'avoir un budget un peu plus un confortable. peu plus confortable. Parquet ou béton ciré? Pour chez moi, je dirais parquet toujours. J'adore quand ça grince. Tellement. Peinture ou papier peint? Peinture quand même en majorité, papier peint avec des touches. Papier peint plutôt pour valoriser des espaces en fait, pour faire un cocon. Sur des petits endroits précis. Un peu comme on a fait là dans les alcôves. Ce que j'aime bien, c'est que ça crée vraiment voilà, un petit cocon, un petit espace dédié. Ou en tête de lit. Ouais. Ancien ou contemporain? Ancien. Terrasse ou jardin? Trop dur. Sujet. Terrasse chouette, jardin super chouette, mais super beaucoup d'entretien. Donc on n'a pas parlé du jardin. Oui, c'est qui vrai. Est quand même immense. Oui, il est grand. Et qui a cette piscine énorme qui est super jolie et qui était là. Alors c'est vrai que sur les photos avant, ça ressemble à un vieux bassin décrépit. Oui, il y avait des crapauds dedans. Non, il y a une super piscine et ça c'était vraiment le gros plus qui nous a fait craquer pour le lieu parce que voilà, ça s'y prêtait bien pour l'hébergement touristique. Le jardin, on a effectivement pas parlé du jardin, mais c'était un gros morceau. T'imagines. Vous avez fait quoi? On a décaissé 20 cm de terre. Qu'on a dû retirer, donc je ne sais plus combien de bennes de camions sur ça toute faisait. La surface? Sur toute la surface, sauf autour de la piscine parce qu'il y avait déjà la terrasse, mais tout le reste parce que c'était une ancienne entreprise pétrolière et une ancienne boucherie, et qu'à l'époque les boucheries c'était aussi des abattoirs. Des abattoirs. Voilà. Donc il y avait des os? Un petit peu. Non, c'est vrai? Oui, donc en fait, on a dû retirer quand même 20 cm de terre qui était jonchée de plein de choses. Voilà, de débris, quoi. Ouais, de débris. C'était vraiment pas sain. Et sachant que nous, nos clients allaient potentiellement se balader pieds nus pour aller à la piscine. Et puis vous vouliez planter des choses et tout, voilà. donc il fallait de la bonne terre. Donc on a fait venir des camions et des camions de terre noble. Et ça, c'est mon mari aussi qui a tout aplani tout seul avec... c'était la canicule, c'était sa tractopelle, boîte de conserve, on l'appelait. Ça doit être lui, c'est son meilleur moment des travaux, je suis sûre. Oui, son meilleur souvenir. Après, c'est super satisfaisant aussi parce que enfin, ça fait vraiment propre et sain. Et du coup, après, on a planté le gazon et là, tout de suite, ça transforme le lieu. Parce que quand nous, on a visité, c'était vraiment un terrain vague abandonné, quoi. Avec des bouts d'os, quoi. Ça se voyait pas à l'œil. Oh là là, c'est trop marrant. La petite anecdote pour finir l'épisode. Voilà. Ouais, donc gros travail aussi dehors, que vous avez fait beaucoup vous-même pour le coup. Et puis les murs étaient en parpaing apparent, ils n'avaient pas du tout été travaillés, donc on a refait de la chaux dessus. Voilà, on a essayé fallait vraiment assainir et donner un côté esthétique à l'extérieur qui n'avait pas du tout été géré. La piscine, vous avez reposé un liner parce qu'il n'y avait rien? Il n'y avait rien. Okay. Il y avait un liner tout neuf qui n'avait pas été posé depuis 15 ans, donc il était abandonné depuis 15 ans, donc on en a racheté un pour l'installer. D'accord. Et puis après, on a fait des plantations. Après, au bord de la piscine, il n'y avait pas 1000 choses à faire. C'était surtout nettoyer. Et puis faire un coup de blanc. Éclaircir. Ouais, voilà. Et puis le liner et de l'aménagement. Mais après, ça allait. C'était vraiment cette histoire de terre. Et alors du coup, heureusement que c'est fini, ou à quand le prochain? Tu as un peu répondu tout à l'heure. Oui, un peu les deux en fait. Heureusement que c'est fini. Mais quand même à quand le prochain. Il y aura un prochain, c'est sûr. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi? Alors je dirais Gaëtan Bois, qui a monté son cabinet, elle est en reconversion professionnelle aussi. On l'a rencontrée, c'est drôle parce que c'était une de nos clientes au Château Réal. Et on a sympathisé parce qu'on était toutes les deux très enceintes. D'accord. Et elle habitait à quelques numéros de chez nous à Paris, on ne savait pas. Et ils sont venus s'installer à Bordeaux. Et elle est en reconversion professionnelle aussi. Elle a monté son cabinet d'architecte et elle fait en fait pas mal d'extensions ou de surélévation des shops à Bordeaux. Et c'est un parti pris à chaque fois et c'est toujours très réussi. Donc je
je te recommande. Gaëtane Bois, écoute, je la connais pas, je vais regarder ça. C'est intéressant, surtout que j'aimerais bien faire un sujet sur une extension. Je viens d'en faire un sur la surélévation, mais c'est toujours intéressant. Ouais, là, chez elle, elle a une verrière incroyable qui a été faite en fer forgé, magnifique. Donc, c'est vraiment un lieu où il faut aller. Elle a un petit paradis aussi. Écoute, je vais regarder ça. Merci beaucoup. On arrive sur la fin de l'épisode. C'est triste. Écoute, ça fait quand même 2 heures qu'on parle. Hein. On a dit plein de... j'ai adoré ce moment, mais ça fait quand même 2 heures. Donc, il est sans doute temps d'aller déjeuner et de faire les photos. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour terminer ? Un dernier conseil, un truc que tu as oublié de dire, je sais pas, que tu voudrais ajouter ? Sinon, on conclut. Non, pas de pression, c'est pas grave. Je vais juste te remercier, te dire merci 1000 fois pour m'avoir raconté l'histoire de cette trop belle maison. Mais avec plaisir. Qui revit en effet aujourd'hui. Quand on voit les photos avant, on se dit que vraiment c'était dommage de la laisser comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc belle route à elle, belle route à vous avec ce nouveau projet qui ouvre tout juste ses portes. Je te souhaite qu'elle accueille plein de voyageurs qui viennent découvrir le Médoc. On peut découvrir toute la visite de la maison en photo sur lechantierpodcast.fr, du coup le site du podcast. Il y a aussi plein de avant-après des travaux, comme sur le compte Instagram, Le Chantier Podcast. Si on a envie de te poser des questions sur les travaux, est-ce qu'on peut te faire un petit message sur Insta, c'est le mieux ? Insta, tout à fait. Voir des photos aussi, parce que tu as partagé pas mal de choses. Donc il y a le compte de cette maison qui s'appelle Villa Real, REAL, -appartement. Voilà, c'est ça. Il y a aussi le compte du Château Réal, qui est donc un peu différent. C'est une grande maison bourgeoise, un peu plus ancien château viticole. Ouais. C'est le Château Réal, le compte, tout Exactement. simplement. Et puis, bien sûr, le mieux, c'est encore de venir découvrir ces endroits en vrai. Hein. On vous attend. En venant dormir ici. Et merci beaucoup, Kelly. C'était hyper intéressant. Et je te dis, écoute, à très bientôt. À bientôt. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera pour vos projets travaux. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'aider tout de suite en laissant 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super rapide, franchement, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître le chantier. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans des travaux et à qui il pourra peut-être servir. Pour finir, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour recevoir les notifications lors de la sortie des prochains épisodes. Il y en a un chaque semaine. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles. Il y en a une centaine dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Rendez-vous enfin sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.